Bon, je vais faire une transition facile. On est passé une belle valorisation de l'intelligence humaine collective. Et on va basculer sur une nouvelle intelligence qui commence à émerger aujourd'hui, qui nous interroge beaucoup. Moi, le premier, sur l'impact qu'il va y avoir, au-delà de l'impact que l'intelligence artificielle va avoir, c'est comment on va être en mesure de l'utiliser, nous, plutôt experts des sciences du sport, experts du sport, de la performance sportive, de la haute performance. Et donc, on a trouvé intéressant de prendre du temps pour discuter de ça. J'ai croisé quelques personnes qui m'ont l'air aussi des grands spécialistes aussi de l'IA, donc ça pourrait être intéressant d'échanger. Mais pour l'heure, je remercie Karim. Karim qui est notre directeur IT et data, et qui est mieux placé, en tout cas à la FFR, pour nous faire un rapide point, tour d'horizon, état actuel des connaissances et l'expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et sur cette base-là, on s'appuiera pour avoir des retours d'expérience de personnes qui déjà travaillent dans les sciences du sport sur ces outils-là et qui peuvent donner des cas concrets. Voilà. Merci Karim d'être présent et de passer du temps un vendredi en fin de journée comme ça, en pleine chaleur. Et je te laisse la parole. Merci encore. Ouais. Merci beaucoup déjà à Olivier, à Julien de m'avoir permis aujourd'hui d'être face à vous et de pouvoir partager sur un sujet qui est un sujet important. Important pourquoi? Parce que pour certains, vous pouvez lire, voir des vidéos, écouter l'actualité, d'autres même manipuler, notamment avec l'émergence des ChatGPT, Meta et autres qui ont sorti des Gemini et tout ce qui touche l'intelligence artificielle générative, et on va en parler, du moins vous êtes amené à manipuler. Mais pour autant, chacun a sa perception, chacun a ses compétences, sa sensibilité sur ces sujets-là, ce qui peut amener parfois à ce que la réalité devienne peu à peu une forme de fabulation. Donc je disais, sujet important, et c'est aussi le titre, mythe et réalité. On va essayer d'y répondre peu à peu, et je n'ai pas la prétention de vous donner une réponse exacte là-dessus, vous ferez vous aussi votre idée sur le sujet. Mais sujet important, et c'est ce que je vais... Ça, c'était la slide que je voulais absolument passer. Hop. Sujet important, vous le voyez là, vous avez l'infographie du Parlement européen, parce que c'est l'intelligence artificielle, quelque chose, vous le percevez peut-être pas directement, hein, mais quelque chose qui inonde votre quotidien aujourd'hui. Alors, certains ou certaines grandes entreprises, que ce soit Amazon, Netflix, OpenAI avec GPT, ont eu tendance à peut-être plus le partager, faire savoir, voire peut-être même vulgariser l'usage. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous utilisent ChatGPT aujourd'hui, Apple Intelligence, Gemini, peu importe quoi. Mais l'intelligence artificielle, ça existe depuis déjà bien longtemps, et il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisent au quotidien. On se parlait d'Amazon, c'est vrai que la recommandation personnalisée d'Amazon est tirée de l'intelligence artificielle. Vous prenez Spotify, il vous génère des playlists personnalisées, vous avez Tesla qui vous sort des véhicules autonomes, vous avez même dans le secteur bancaire, BNP, Société Générale, qui depuis longtemps ont des modèles automatiques de détection de fraude. Vous allez jusqu'à des Sephora ou même des Zara qui vont chercher à prédire les tendances de mode. Et ils se servent finalement d'intelligence artificielle. Tous vos objets connectés, votre téléphone, l'intelligence artificielle, elle est partout. Elle est partout à tel point que la question n'est plus vraiment est-ce qu'on va l'utiliser? C'était ce qu'on se disait avant. Oui, on va forcément l'utiliser. Non, la deuxième question qu'il ne faut plus se poser, c'est quand est-ce qu'on va l'utiliser? Parce que c'est déjà le cas, c'est maintenant. Les questions qu'on doit un peu plus se poser, c'est dans quel contexte? Parce que vous le verrez, il y a une notion de précision avec l'intelligence artificielle, et comment, surtout. Et pour ça, il faut peut-être qu'on commence par, pour pouvoir répondre à cette question, la définition de ce qu'est l'intelligence artificielle, mais avant ça, je vous partage quand même une petite anecdote. J'ai un ami à moi qui partageait avec une connaissance qui, elle, a accès à un board d'une grande entreprise, dirigeant exécutif, pour une présentation sur l'intelligence artificielle. Pas tant celle que je vais vous faire aujourd'hui, parce qu'on va rentrer dans les concepts, mais beaucoup plus sur ce qui se fait, ce qu'on pourrait faire demain. Vous savez, une dimension presque un peu marketing aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Et une partie de ce board a pris peur. Et ils sont venus voir cette personne-là en retour de la présentation en lui disant « Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que mon emploi va être remplacé par l'intelligence artificielle ?» Et en réalité, c'est la maladie de toutes les organisations aujourd'hui. Ils se posent, la plupart, tous cette question. Et c'est cette maladie que je vous conseillerais de ne surtout pas avoir. Posez-vous plutôt la question de comment vous pouvez l'utiliser, ce qu'elle peut vous apporter, de est-ce qu'elle va remplacer votre boulot? Parce que c'est à force de se poser cette question-là
que, in fine, vous ne serez pas dans l'air du temps et vous ne serez pas augmenté par l'intelligence artificielle. Maintenant, et vous allez le voir, pourquoi la place de l'humain est si importante, je continue avec mon Parlement européen. J'ai pris une définition qui est plutôt proche. J'ai cherché tout de même à la synthétiser. Je ne vous ai pas donné la définition complète du Parlement européen. Mais si vous regardez ce qu'il y a à l'écran, et je vais aussi vous en faire une synthèse là, l'intelligence artificielle, c'est la reproduction d'un comportement humain. C'est comme ça que ça se synthétise. La reproduction d'un comportement humain. Ça veut dire qu'un simple moteur de règles, je vous donne un exemple, pour du crédit, tout à l'heure on parlait des banques. Bon, règle 1, est-ce qu'il a un CDI, oui, non. Règle 2, est-ce que son revenu mensuel est 3 fois supérieur à sa mensualité, oui, non, entre guillemets. Est-ce qu'il a 10% d'apport contenu sur son épargne? Et est-ce qu'il a déjà eu des problématiques d'impayés? Bon, les 3 premiers, vous dites oui, le dernier, vous dites non, vous avez le crédit. C'est un moteur de règles. Un moteur de règles, c'est de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, c'est très très vaste, l'intelligence artificielle. Et ça existe depuis de nombreuses années. La grosse différence qu'il y a eu, et c'est un peu l'émergence de ces dernières années, c'est la puissance de calcul et l'accès à un volume d'informations très important. C'est ça le marqueur du changement. Maintenant, si on reste là-dessus et que je vous dis juste que c'est vaste, on ne décrit pas les concepts, donc je rentre un peu plus dedans. Alors attention, l'objectif de cette présentation, c'est qu'elle soit à tout niveau. Donc elle va être très pédagogue, je ne vais pas chercher à non plus rentrer dans le détail de tout, mais si j'ai des experts dans la salle, vous risquez d'être un peu frustré à certains moments parce que certains concepts nécessiteraient plus de précision. Mais si vous êtes d'accord, on en reparle après, aucun problème, mais on va essayer d'avoir des concepts assez généraux. Là, vous avez une infographie qui représente de manière très sommaire l'ensemble des grandes catégories. Vous voyez, l'intelligence artificielle, c'est large, et à l'intérieur, vous avez notamment, parce que certains ont dû en entendre parler, une typologie qui s'appelle le machine learning. Le machine learning, en général, du moins on l'a décrit sur 3 grandes catégories, elles aussi, avec ce qu'on appelle les algorithmes dits supervisés, les non supervisés, son antinôme presque, les non supervisés, et par renforcement. Je vous donne l'exemple là de ce qu'est un algorithme supervisé, mais je vais essayer de vous le décrire différemment et puis associé au monde du rugby. Supervisé, ça veut dire qu'on définit un critère de succès. Un critère de succès, si on essayait par exemple de prédire la blessure d'un joueur, le critère de succès, c'est la blessure. Donc assez simplement, encore une fois je reste de haut niveau, vous allez prendre l'ensemble des joueurs qui ont été blessés, on va fournir collectivement un gros nombre d'informations sur eux, mais vraiment un gros nombre, parce que plus le nombre de variables d'informations seront importantes, plus on sera précis à terme. Et qu'est-ce que va faire le modèle? Il va chercher à pondérer, à donner des poids à chacune des informations qui ont existé avant la blessure. Sous-entendu, il va chercher à comprendre quelles sont les variables ou les données qui pourraient justifier, je dis bien qui pourraient, parce qu'avant tout, l'intelligence artificielle, c'est des méthodes statistiques, probabilistes, qui pourraient justifier qu'il ait été blessé. Plus le nombre d'informations est important, plus l'historique qu'on a, plus le nombre de joueurs dans notre cas est important, meilleure sera la prédiction. L'objectif derrière ça, être capable de dire demain pour un joueur qui n'a pas été blessé, si au regard des informations et des poids sur chacune de ces informations, il est susceptible de se blesser demain. Ça, c'est les algorithmes supervisés. Les algorithmes non supervisés, ils portent bien leur nom et par rapport à la première définition, eux, ils n'ont pas de critères de succès. Donc le gros enjeu de ces modèles-là, c'est d'essayer de rechercher des similitudes entre les différents profils au regard de toutes les données qu'on a. On appelle ça du clustering. Sous-entendu, on va faire des regroupements de population. C'est typiquement, tout à l'heure, je vous parlais d'Amazon et de la recommandation personnalisée, c'est typiquement ce qu'ils font avec des algos de K-means. Ils vont chercher, et c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ils vont chercher des regroupements de population qui ont tendance à faire les mêmes choses. Et quand ils extrapolent et que vous êtes nouveau client, vous n'avez pas besoin de naviguer, entre guillemets, 1 an sur Amazon pour tout de suite avoir des recommandations qui fassent sens. Parce que vous appartenez, vous vous rapprochez d'un groupement de personnes. C'est d'ailleurs à l'époque ce qui avait permis de mettre en évidence que dans un moment où une personne était amenée à acheter des couches, elle achetait aussi de la bière. Mais c'est bête ce que je vous dis là, mais c'est des choses qui, dans une perception humaine, ce ne serait pas venu naturellement. Ça a été repris dans les supermarchés, y compris dans l'organisation des rayons,
où à un moment donné, vous rentriez, vous aviez les couches et les bières côte à côte. Mais oui, mais ça marche en réalité, ça marche. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la place de l'humain. Déjà, gardons à l'esprit qu'un modèle est développé par l'humain, donc il a des particularités qui sont définies par l'humain. L'autre point, c'est qu'il se base sur des informations qui sont captées par des systèmes, voire directement par l'humain lui-même. Et le dernier point, c'est que, et c'est un point qui n'est pas anodin, vous pouvez être dans une logique en effet de conseil, de prise de décision, mais n'oublions pas que ce ne sont que des probabilités. Donc ce n'est pas une vérité vraie, réelle à un instant T. Il y a de fortes chances que. Le dernier, je vous parlais du renforcement dans les catégories, après on parlera du deep learning et de l'IA générative. Le dernier, le renforcement, et je vais essayer de le schématiser de la manière la plus simple possible, c'est quelque chose qui fonctionne par système de récompense. Globalement, vous avez un algorithme avec qui vous conversez, et lorsqu'il va vous répondre, si vous jugez qu'il a bien répondu, vous lui donnez un bonbon, quoi. Globalement, c'est ça. S'il a mal répondu, vous lui donnez rien. C'est le principe de récompense. Au fur et à mesure où vous allez itérer avec lui, et plus vous allez lui indiquer si c'est bien ou si c'est pas bien, il arrivera avec une pertinence un peu plus forte que ce qu'il faisait avant. C'est ça le renforcement. Alors, je vous le synthétise là, mais on se parle de milliers, de millions, voire de milliards de données qui vont être injectées. Et d'un niveau de renforcement qui amènera beaucoup, beaucoup de répétitions. Il y avait eu d'ailleurs à l'époque, sur la sortie côté OpenAI de ChatGPT, lors de la sortie de ce modèle et de l'utilisation par le grand public, une petite polémique avec ce système de renforcement qui avait servi au renforcement du modèle. Bon, a priori, continent indien, et ça avait créé une forme de polémique. Là encore, la place de l'humain. Donc, souvenez-vous, et même si après je refais une synthèse, superviser critères de succès, on répond à une question claire, il n'y a pas d'ambiguïté. Non supervisé, il n'y a pas de critères de succès, on cherche à créer des clusters, des groupements, et par renforcement, on va entraîner par système de récompense. Le deep learning, qui lui aussi appartient à cette catégorie-là, est un peu plus particulier. Là, je vais vous donner un exemple assez simple. Imaginez que l'objectif du modèle, ce soit de reconnaître, en général c'est utilisé, vous savez, dans la reconnaissance d'image, reconnaissance vidéo, reconnaissance son, voilà, vous les avez dans ces domaines-là, de texte ou autre. Imaginez que vous lui donnez 10 000 photos de singes, sous toutes les coutures. Vous le prenez, et c'est en réalité beaucoup, beaucoup plus que 10 000, hein. Mais vous le prenez sous toutes les coutures, et vous lui dites, ça, c'est un singe. Et bien, l'objectif, c'est qu'à la 10 001e photo que vous lui envoyez, il soit capable de dire si c'est un singe ou non. Périmètre d'application direct, vos smartphones, la reconnaissance faciale. Quand vous le paramétrez et que vous vous regardez dans tous les sens, il vous fait tourner la tête partout, c'est le même procédé. Et derrière, là en termes de technicité ou de complexité, c'est suffisamment poussé pour que si vous mettiez des lunettes de soleil, ça fonctionne aussi. Vous voyez ? Donc c'est bien des reconnaissances sur différents endroits, et c'est pas ce que nous on percevrait en se disant voilà, là je reconnais que c'est Julien Pichonne. Alors que franchement, s'il met un chapeau, des lunettes, peut-être que de loin ça marche pas. Le modèle fonctionne pas comme ça. C'est beaucoup, beaucoup plus précis. Donc on aurait tendance à dire que un modèle est en capacité de pouvoir détecter quelque chose que parfois l'œil humain n'est pas en capacité lui-même de détecter. On va se parler d'identification de pixels, etc. Voilà. Ça, c'est le deep learning. Et ensuite, le petit nouveau, qui lui, et quand je dis le petit nouveau, vous allez voir que ce n'est pas si nouveau que ça, mais qui est arrivé notamment pour OpenAI avec GPT, c'est l'IA générative. Ce que je cherche à vous montrer ici, et on va se parler de chaîne de Markov, c'est que la technique qui est au départ de l'intelligence artificielle générative, là j'espère que je n'ai pas de psy dans la salle, mais intelligence artificielle c'est très particulier parce qu'aucun des modèles n'a d'intelligence directe, et je vais vous le démontrer ici. L'intelligence artificielle générative se base sur ce principe-là. Vous voyez, typiquement, on se parle de 1906, les chaînes de Markov, modèle statistique qui a très vite été réutilisé dans ce qu'on appelle, et c'est ça le concept du modèle GPT au départ, la prédiction du prochain mot. Vous l'aviez sur vos téléphones. À un moment donné, c'est arrivé, il y a déjà très longtemps de ça, où vous commencez à taper, et soit il vous change l'écriture pour essayer de correspondre à la meilleure orthographe, soit il essaye de vous proposer le prochain mot ou des mots similaires qui y sont associés. Ça, c'est au fond le début de l'IA générative, au delta près, que la puissance de calcul, c'était votre téléphone, et qu'au niveau du volume de données, on était quand même sur un spectre assez réduit.
Donc la vraie différence qui a amené les modèles comme vous pouvez les voir aujourd'hui, c'est ce que je vous disais au début sur l'intelligence artificielle de manière globale, hein, c'est la puissance de calcul et le volume de données. Le volume de données, un modèle d'intelligence artificielle générative, ça se base, bon, il y a des techniques de NLP hautes, mais ça se base globalement sur toutes les données du web. Donc c'est énorme, c'est vaste. Et pourquoi pas d'intelligence? Parce que ça prédit le prochain mot. Ça le prédit de manière précise, parce que gros volume de données. Ça le prédit très vite, parce que puissance de calcul. Donc quand vous écrivez à un chat GPT, une phrase ou une question tout autre, un besoin de résumé, eh ben lui, il va enchaîner des prédictions de prochains mots petit à petit. Sauf que c'est tellement précis que ça semble cohérent. Ça semble tellement cohérent que des fois, on peut même se poser la question de si on discute avec une machine ou pas. Mais ça génère du contenu, néanmoins, ce n'est pas intelligent. C'est simplement des statistiques et de la probabilité. Vous voyez la particularité de ce type de modèle. Donc maintenant, si je résume, et j'ai essayé de vous faire une synthèse la plus simple possible, c'est ce que je vous mets, vous voyez, le supervisé, un élève avec un prof, c'est lui qui le guide. Donc là, le prof, dans le cas présent, c'est nous, on lui dit voici le succès, et le modèle essaye de répondre à cette logique de succès en pondérant. Le non supervisé, un enfant qui range sans consigne, globalement, il tente de trouver la meilleure manière de pouvoir opérer. Le renforcement, il apprend à marquer, et à chaque fois qu'il marque, il a une récompense. Le deep learning, c'est ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Ça cherche à simuler le fonctionnement humain, et c'est ce que je vous ai dit sur les logiques de reconnaissance. Donc la question qu'on s'est posée, c'est l'intelligence artificielle mythe ou réalité? Encore une fois, je n'ai pas la prétention d'y répondre aujourd'hui, mais en revanche, je peux vous dire, et c'est ce que je peux en traduire, d'autres seront encore plus précis que moi, ce que l'intelligence artificielle fait et ce qu'elle ne fait pas, ou ce qu'elle fait bien et ce qu'elle fait très mal. Analyser des grandes quantités de données, pas de sujet, notamment grâce à la puissance de calcul, c'est quelque chose qui se fait très bien aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on peut faire nous. Vous voyez, typiquement, quand une banque met en place un système de détection de fraude, le nombre de variables qu'elle contrôle à la milliseconde, c'est pour chaque personne. Hein. Donc vous imaginez 10 millions de clients, donc chaque milliseconde, elle va contrôler 400 à 500 variables en parallèle pour se poser la question de s'il y a fraude. Nous, à moins d'avoir les yeux qui partent dans tous les sens, on n'y arriverait pas. On serait beaucoup trop lent. Donc ce n'est pas un problème de connaissance ou de capacité, c'est un problème de puissance de calcul. On aurait limite pu appeler ça la puissance artificielle à un moment donné. Donc ça ingère un grand nombre de données, ça détecte ce qu'on appelle des patterns invisibles à l'œil nu, j'ai essayé de vous le traduire tout à l'heure, il y a des choses qu'on perçoit mal nous à notre niveau, mais qui techniquement, technologiquement, on peut mieux percevoir aujourd'hui, et surtout ça répond à des questions très spécifiques. Je vous ai donné le cas de la prédiction de blessures, ça pourrait être le cas de la prédiction de potentiel d'un joueur, etc., etc., etc. Ce qu'elle ne sait pas faire en revanche, c'est comprendre le contexte. Il ne faut pas oublier qu'on la développe, qu'elle a des instructions précises, et donc dès lors qu'on amène soit un manque de contexte, testez avec notamment un GPT, mettez aucun contexte, posez-lui des questions, vous allez voir que des fois ça va partir dans tous les sens. Par contre, plus vous le contextualisez, meilleure la réponse est. Et derrière, elle gère très mal la partie imprévue, floue. Je ne vous parle même pas de la dimension empathie humaine ou autre. C'est une machine et elle opère. Vous allez me dire, et c'est là, mythe ou réalité, mythe, vous avez dû voir des films ou autres où vous avez des robots qui réagissent et certains auraient de l'empathie ou autre. Même si demain on devait être dans cette position-là, c'est alors une empathie programmée. Donc c'est pas de l'empathie au sens humain du terme. Et chacun a sa propre définition de ce que peut être l'empathie. Il y a quelque chose dont je ne parle pas, et qui pourtant, c'est un fondement même de l'intelligence artificielle. Vous devez en entendre un peu plus parler, là, ça monte assez fort, on se parle souvent de data. L'intelligence artificielle, elle ne fait sens. En effet, il y a la puissance de calcul, mais tout à l'heure, je vous ai parlé de volume de données. Que s'il y a des données en amont. Donc, comprenez une chose. On se parle de direction data, de dispositif data, d'équipe data. On va se parler de gouvernance ou autre. Si, en entrée du modèle, vous fournissez une donnée qui n'est pas de qualité, vous savez qu'en sortie du modèle, vous n'aurez pas un effet licorne. C'est une certitude. Donc, la qualité des données, la gouvernance de la donnée, ce n'est pas un sujet d'expert. C'est un sujet qui est propre à chaque profil d'une organisation.
Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'équipe d'experts qui connaît votre métier aussi précisément que vous et qui est en capacité de définir le chaînage, le contrôle ou autre. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La data, c'est l'affaire de tous, vous êtes tous contributeurs d'eux. Donc l'intelligence artificielle, c'est génial, mais elle commence avant tout avec vous, même si vous n'êtes pas expert. C'est très important, la position de la data est cruciale. Donc tout à l'heure, je vous disais mythe ou réalité. Mon discours a parfois été, notamment quand j'ai parlé de l'intelligence artificielle générative, en disant que ce n'était pas si intelligent que ça, ça pouvait donner l'impression d'un discours assez critique. Mais non, pas du tout. En réalité, les innovations qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle, elles sont exceptionnelles, elles sont incroyables. Et ce qu'on peut en faire, c'est stupéfiant, à condition de savoir l'utiliser dans le bon contexte. Je vous ai aussi fait du point-à-point sur les modèles. Les usages les plus matures cumulent les différents modèles pour arriver à un usage donné. Donc il y a une complexité, ça c'est certain. En revanche, on peut vraiment faire des choses incroyables. Et là, on peut se poser la question dans le contexte rugby, au sein de la fédération, de ce qu'on a fait. Déjà, si vous reprenez la définition de l'intelligence artificielle, vous comprendrez que les équipes de Julien Pichon ou de Jérémy Charadam, ils en font depuis très longtemps. C'est pas nouveau. Par contre, on peut pousser le curseur et aller un petit peu plus loin, et là-dessus, on se pose des questions collectivement. Je crois qu'il y a des sujets computer vision ou autres après, donc vous pourrez le voir. Néanmoins, au niveau de la Fédé, on a voulu répondre à une problématique. Oui, on ne s'est pas dit, on ne prend pas les ailes du faucon, on ne va pas s'envoler, on fait quelque chose d'assez simple dès le début. On se dit quel est le plus gros pain point qu'on peut avoir aujourd'hui. Dans une fédération, c'est vrai dans toutes les fédérations, vous avez des règlements généraux. Vous avez des règlements généraux propres à la fédération, vous avez des règlements généraux internationaux, peut-être parfois européens. Et puis, vous avez aussi des périmètres applicatifs avec besoin de savoir comment ça fonctionne, besoin du support informatique, besoin d'un support juridique, besoin d'un support RH, autant de besoins qui vont générer des questions. Sauf que le problème que vous avez avec ces questions, c'est que les hommes, les femmes qui composent le dispositif ne peuvent pas se démultiplier à l'infini. Donc à un moment donné, ils deviennent goulot d'étranglement de cette réponse-là. Donc ce qu'on a lancé au sein de la fédération, et là on se base sur un modèle d'IA générative, c'est RUC. C'est ce que vous voyez là à l'écran, qui est un assistant qui, et on pourra se parler du RAG ou autre après, mais qui globalement, à la différence d'un GPT ou autre, a réappris sur l'ensemble du périmètre des données, on parle bien des données fédérales. Sous-entendu, vous posez la question à un GPT, il ne sera pas en capacité de vous répondre sur les règlements généraux de la Fédé ou des cas particuliers. Je suis dirigeant de club, j'ai besoin de ceci. C'est ce que RUC peut faire, puisqu'il a réappris de ça. Et donc forcément, il permet, parce qu'une réponse de qualité, ce n'est pas que le contenu de la réponse, c'est aussi la rapidité pour la donner, il permet en quelques secondes de répondre à n'importe quelle question. Attention, c'est un modèle d'intelligence artificielle, donc il ne faut pas toujours le prendre argent comptant, même si on a des phases de réapprentissage et autres, et c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une évolution majeure pour la fédération. Et je reste sur le couvert de l'intelligence artificielle générative, parce que ça, c'est ce qu'on a fait, et c'est très bien, mais on peut aller encore plus loin sur le sportif. Et c'est les discussions qu'on a aujourd'hui avec les équipes de la DTN, et notamment Olivier, le directeur technique national, sur l'assistant sportif. Un assistant qui viendrait en appui des éducateurs, et si on va encore plus loin, des bénévoles au niveau des écoles de rugby qui n'ont pas forcément toujours toute la connaissance de ce que la fédération a pu mettre en place, des dimensions liées aux sécurités d'entraînement, à la manière de pouvoir gérer une phase offensive, défensive ou autre. Et c'est comment demain, on répond aussi à cet accompagnement sous un volet aussi sécurité, aux côtés de chaque acteur qui participe, chaque acteur passionné du rugby en France. Et c'est tout notre objectif. Par contre, le point particulier de ce sujet-là, on se parlait de données tout à l'heure, c'est le contenu. Si l'humain n'est pas à la base de la rédaction d'un contenu, l'intelligence artificielle générative ne peut pas en créer une forme de transition ou de réponse. Et c'est typiquement ce qu'on travaille aujourd'hui avec les équipes de la DTN. Bien sûr, des sujets autres comme la prédiction de blessures, la détection des potentiels, et on pourrait aller finalement sur plein de vecteurs, la manière de consommer le site internet FFR, la manière d'aller acheter ses billets. Vous voyez, la manière dont vous naviguez dans l'écosystème FFR peut être revue à l'ère de l'intelligence artificielle. Par contre, c'est innovant, ce n'est pas intelligent, et ça ne fonctionne pas sans humain derrière. Voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci, top Karim, merci en tout cas, et surtout je te remercie pour l'effort que tu as fait
je sais pas si... C'est pour l'effort que tu as fait de pédagogie, parce que c'était un peu ce qu'on t'avait demandé en disant il faut que tu parles à des personnes qui sont un peu nulles sur ça, moi le premier. Je fais pas d'intelligence artificielle. Je pense que Jérémy en fait, mais pas moi. Ou alors sans le savoir. Et donc je te remercie en tout cas. Tu restes pour la table ronde après. Je pense qu'il y aura pas mal de questions et d'échanges. Donc Jérôme Durussel, Baker, avec qui on échange depuis pas mal d'années, de par nos relations avec une société qui nous accompagne sur tout ce qui est tracking GPS des joueurs. Et Jérôme est responsable data, c'est ça ? Pour cette société depuis de nombreuses années. Il a notamment participé au développement d'un certain nombre de solutions pour le rugby. Je te remercie, Jérôme, d'avoir accepté de venir. Tu as fait un long trajet et donc voilà, merci. Merci, merci pour l'invitation. Merci aussi Karim pour une super introduction. J'espère que je ferai justement ça à la suite. Je m'excuse déjà, il y a eu quelques changements de police et autres. Il y a sur fond noir, il y a des choses qui vont, mais il y a pas mal de vidéos, donc j'espère que le reste jouera. Donc aujourd'hui, je vais parler d'identifier automatiquement les mouvements en rugby et ce que font et ne font pas nos algorithmes à Catapulte. C'est plus ou moins clair. Donc, mouvement en rugby, que mesurons-nous? Donc, à Catapulte, vous êtes sûrement, j'espère presque tous, vous savez ce que c'est Catapulte. Nos capteurs sont un capteur GPS. Mais mon équipe et moi-même, on travaille surtout pas sur les GPS, mais les capteurs inertiels, qui sont surtout accéléromètre et gyroscope. Ce que vous pouvez voir tout en haut, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je travaille à Catapulte. Mon équipe et moi-même, on a travaillé sur différents projets et qui ont débouché sur 4 types de situations qu'on détecte automatiquement. Et c'est quelque chose que notre software fait déjà. Donc les mêlées, les situations de contact, les coups de pied et les touches. On peut les détecter automatiquement, donc on peut les compter et on peut les savoir où ils se sont passés. Et puis, pour les mêlées et les situations de contact, je simplifie, mais on donne aussi la durée de chaque situation et le temps du retour au jeu. Mais juste avant de partir un peu plus sur ces exemples, je voulais juste m'arrêter de pourquoi mesurer ces mouvements. Mon background est en fait, quand j'ai commencé l'Uni, il y a pas mal de temps, dans la physiologie de l'exercice, de sciences du sport. Et si je devais... bien sûr, c'est simpliste, simple, sûrement simpliste aussi, même résumer un peu la physiologie du sport ou les sciences du sport en un graphique, 2 mots et une ligne, ce serait ça. Donc l'idée, c'est bien sûr, c'est que le workload, donc la charge de travail, s'il n'y a pas assez de charge de travail, il n'y a sûrement pas d'adaptation, donc on ne va pas trouver l'optimal de la performance chez les joueurs. De l'autre côté du spectre, s'il y a trop de charge de travail, on sera en surcharge, il y aura des risques aussi de blessures, donc il n'y a pas un optimal non plus. Donc il y a quelque chose qu'il faut moduler pour trouver la charge optimale, pour avoir après la performance optimale. Et ce qu'on fait à Catapulte, on donne juste des moyens de mesurer cette charge de travail. Après, ça reste toujours après au staff, à l'équipe, de pouvoir moduler ça. Mais ce qu'on fait, donc pourquoi on mesure, c'est pour donner un outil de travail au staff de pouvoir moduler cette charge de travail. Donc je vais passer quelques slides, mais justement je vais passer un petit peu, il y a quelques slides un peu plus en détail, mais la majorité sont des vidéos, et j'espère aussi que ça exemplifie ce que Karim a dit dans son introduction. Donc je vais passer un peu dans les coulisses de nos algorithmes. Et juste pour dire, on n'a pas vraiment changé, en tout cas la première étape, ce qu'on fait quand on a des données ou quand on a un projet, on commence par visualiser pour comprendre. Donc c'est toujours la première étape. On a un graphique, une vidéo que je vais vous présenter qui date de 2016, qui est sur les mêlées, et une qui date de l'année passée, 2024. Mais en gros, c'est le principe de base au départ, c'est toujours un peu la même chose. On essaie de visualiser les données pour un peu mieux comprendre. Donc, vous pouvez voir aussi ceux qui connaissent. Oups. Oui, non, c'est parti. Nos capteurs ont un peu évolué, c'est un peu des vieux capteurs. Ceux qui connaissent ça, c'est
des aficionados de catapulte, c'est bien. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, j'ai mis il n'y a pas besoin de savoir exactement toutes ces lignes, exactement ce qu'elles font, mais on peut essayer de voir, de comprendre, comme quoi, ok, quand il y a surtout la partie orange, c'est sûrement quand est-ce que l'athlète a son orientation qui est presque horizontale. Il y a des pics qu'on voit sûrement, c'est au niveau de l'engagement de la mêlée, ce genre de choses. Et ça, on fait toujours au départ de chaque recherche pour essayer un peu mieux de comprendre, trouver des patterns, comprendre un peu les données. Ce qui est intéressant, je ne vais peut-être pas refaire la vidéo, mais il y a... Oh, ça c'est fini la vidéo, là, une autre chose. Mais il y a 3 pics par exemple, on pourrait voir, c'est pas tout le temps aussi clair, c'est pour ça qu'il faut bien faire là, c'est juste un cas, mais un pic qui serait le début de la mêlée, un pic qui serait la fin. Il y a aussi, il y a aussi un autre pic qui est après la mêlée, souvent j'aime bien utiliser ça comme anecdote, on ne comprend pas, il y a un pic vert un petit peu après. Après, si on regarde bien la vidéo, c'est qu'on voit qu'il y a un joueur, en l'occurrence français, que là, celui qu'on suit là, c'est un joueur gallois, qui tape dans le dos sur la... Donc justement, c'est justement ce que font pas, on n'a pas le contexte, c'est que des données. S'il y a quelqu'un qui tape sur le dos d'un accéléromètre, ça va bouger, ça va faire un pic de player load. Donc ça, c'était une anecdote d'il y a 8-9 ans. Et ça, on a travaillé moi, on a travaillé notre groupe, c'est plutôt maintenant, il y a 2 ans. Ça prend chaque fois du temps pour qu'après ça soit dans notre software. Mais ça, l'année passée, on a mis sur le marché, on peut détecter maintenant automatiquement les touches. Et la même idée, au départ, juste pour comprendre un peu ce qu'est une touche, on en a fait plusieurs. Je ne fais pas chaque fois exactement ces vidéos, mais c'est une des vidéos qu'on utilise, que j'utilise et que mon équipe utilise pour essayer de comprendre, OK, qu'est-ce qui se passe. Et là, l'anecdote, c'est, OK, on peut voir justement surtout sur l'impulsion avant le saut et le retombé, il y a ces 2 pics. Donc on peut après estimer que le sauteur est dans les airs entre ces 2 pics. Il y a aussi, je ne vais peut-être pas le refaire parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais il y a aussi, c'était assez intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, dans sa course d'élan, il saute un peu à pieds joints. Donc moi, je me rappelle la première fois que je regarde ça, mais je m'attendais à un pic, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi pas. Et puis après, maintenant, il faut le regarder. Je vais peut-être le refaire. Allez, juste pour le plaisir. Regardez, de toute façon c'est ralenti. Je prends le risque d'avoir un carton rouge à la fin. Et là, il y a un saut à pieds joints. On se dit, OK, il y a un gros saut. Par contre, je ne vais pas le refaire, mais si vous regardez le haut de son corps, il n'a pas bougé. Nos capteurs sont placés en haut entre les omoplates, ce qui fait que s'il n'y a pas de mouvement là, on ne va pas pouvoir le capter. Nos données qui sont à l'intérieur rentrent dans l'algorithme. On ne va pas pouvoir, ça ne sera jamais. Ou il faudra que ça soit un peu plus complexe. Donc ces 2 vidéos, au départ, chaque fois qu'on commence pour créer un algorithme, on commence par visualiser les données. Ensuite, une première règle pour commencer à détecter un seuil simple, puis validation par la vidéo. Donc là, il faut imaginer, on ne voit pas très bien, mais on a un capteur. Ce capteur, justement, au niveau de ça peut être un accéléromètre, on a différentes choses. On capte ces données à 100 Hz. Et par exemple, on sait que cette touche est apparue à ce moment-là. Après, on peut créer un algorithme, j'appelle ça simple. Je suis vraiment désolé, c'est du gris sur gris, mais ce n'était pas prévu. Mais par exemple, on peut juste donner, c'est totalement fictif. On utilise beaucoup player load, par exemple, et chaque fois qu'il y a un player load plus haut que 3, on dit, OK, ça nous intéresse, c'est peut-être parce qu'on a déjà vu comme quoi il y a à chaque fois ce pic. Donc on peut essayer on commence par ça. OK, on a un algorithme simple, on met ce seuil, on regarde chaque fois chacun de ces pics qui sont au-dessus d'un player load 3. Et après, on utilise la vidéo. Au départ, justement, chaque fois, chacun de ces algorithmes sont importants d'avoir la vidéo au départ. Et après, en regardant la vidéo, on regarde chacun de ces pics, ces candidats, et on regarde, OK, ça, celui-ci, on met en croix, ce n'est pas une touche, donc c'est un faux positif, c'est pas une touche, c'est un faux positif. Autrement, après, on arrive, c'est OK, c'est un vrai positif quand on a une vraie touche, et il y a les faux négatifs. Les faux négatifs, c'est quand on n'a même pas ce seuil, ne détecte même pas quand on a loupé une touche et qu'il y en avait une. Donc après, ce qu'on peut faire, OK, on rajoute une deuxième règle.
pour mieux détecter. Après, on essaye justement, comme l'exemple de la fraude, on rajoute une deuxième règle, une troisième règle et une quatrième règle, jusqu'à qu'on arrive à justement un arbre de décision. Avec ça, en général, je crois que c'est mon prochain, on arrive gentiment un peu à améliorer ce genre d'algorithme. Quand les règles échouent, et ça c'est un cas, c'est un retour il y a pratiquement 10 ans sur mon premier projet à Catapulte. On avait déjà, pour les gardiens de foot, un capteur qui est spécifique et qui détecte les plongeons gauche-droite et le retour au jeu. Cependant, on m'a appelé, on m'a dit oh, je crois qu'on a un projet pour toi, il y a notre algorithme, en fait, il détecte ce type de mouvement, les gros kicks, les gros shoots, les dégagements en tant que plongeon. Au niveau crédibilité, c'est pas terrible. Pour expliquer ça à un coach ou n'importe qui, c'est ok. Alors je me suis, sans critiquer mes collègues comme ça, j'ai été voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Problème ici, donc c'est un peu petit ici, mais les données qui sont basées pour créer cet algorithme, alors c'est tout petit, mais c'est 3 gardiens sur une session d'une équipe, je crois. Donc en fait, leur algorithme marchait bien quand cette session était appliquée, sauf que ils n'ont jamais pris en compte comme quoi il y avait des autres actions qui pouvaient aussi créer ces faux positifs. Donc la première chose que j'ai fait, ça vient du data, c'est de créer un dataset représentatif. Donc là, on a, c'est aussi même très petit pour moi, mais j'ai trouvé plus de 1200 plongeons sur 18 gardiens, sur femmes, hommes, avec des choses typiques qu'on peut voir. Et c'est là où après, merci Karim encore, d'avoir l'intelligence artificielle, j'utilise machine learning, qui peut venir un peu nous aider. Pourquoi? Parce qu'avec ces gros, ça devient gentiment un peu plus compliqué quand on a une grosse base de données. Le problème, c'était qu'il y a une trop petite base de données. Maintenant, j'ai créé cette grosse base de données, en tout cas plus grosse. Maintenant, faire ces règles, ça devient un peu compliqué. Et c'est là le machine learning, ou les différents types d'intelligence artificielle peuvent nous aider. Donc, il faut leur apprendre à détecter. Donc, comment on commence? On commence exactement la même chose qu'avant. On utilise un peu moi j'appelle ça l'algorithme simple ou ce seuil. Mais cette fois, au lieu d'essayer de vraiment détecter directement, on veut vraiment trouver des candidats. Donc, on veut vraiment pas à ce niveau-là avoir des faux négatifs. On préfère, c'est pas grave d'avoir des faux positifs à ce moment-là, mais on veut pas louper. Parce que le problème, c'est que si ils ne sont même pas candidats à ce niveau-là, on va jamais pouvoir détecter. OK. Admettons, encore une fois, c'est un seuil qui est peut-être un player load à 2, même en descend pour être sûr qu'on les a tous. Et ça devient des candidats. Après, nous, c'est l'étiquetage. Parce qu'on prend la vidéo et on doit, donc c'est on doit lui dire à la machine qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Donc après, c'est passer tous ces 1200 cas plus les autres faux à dire ça, c'est des cas justes, c'est vraiment des plongeons, et ceux-ci ne sont pas, ou des mêlées ou des sauts. Quand on a fini cet étiquetage, il y a quelques mots sur cette base. Après, on calcule quelques variables. Je passe aussi en détail sur comment on les fait. En gros, ici, on a fini par arriver à sélectionner 13 variables. Des variables, ça peut être quoi? Ça peut être le maximal player load nouveau, ça peut être l'orientation de ton capteur, ça peut être la quantité d'activité que tu as fait 2 secondes juste avant ce pic, ça peut être différentes choses. Après, en l'occurrence là, on aurait 13 de ces variables, on les met dans un sac, et on sélectionne 5, ou aléatoire. On en sélectionne 5, et là on demande à la machine, parce qu'on a étiqueté, on sait ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, un peu comme l'idée un peu des bonbons, on donne des bonbons si ça arrive, parce que si ça c'est vrai, ça c'est faux, et on lui demande de créer un arbre comme avant, juste qu'avec ces 5 variables. Ça n'est pas génial, mais on doit faire au mieux. On remet ces 5 variables dans le sac, on en prend encore 5 autres pour faire un deuxième arbre. Et un troisième, jusqu'à qu'on ait 300 arbres ou plus qui deviennent une forêt. Une forêt aléatoire, ou random forest en anglais. Et c'est là où après on a 300 différents arbres de décision qui peuvent après faire leur propre décision.
j'espère que je suis toujours avec vous. Il y aura des autres vidéos. Vous êtes toujours avec moi. Je suis toujours avec vous, moi. Il y a des autres vidéos qui réexpliquent un peu plus après la suite. Après, là, on a cet algorithme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit le tester, le corriger et recommencer. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne des nouvelles données à cet algorithme. Il passe par ce premier seuil, il trouve des candidats, il calcule ses variables, il les donne à chacun de ses arbres, et chacun de ces arbres vote. Parce que chacun de ces arbres sont imparfaits, mais ils vont quand même dire, OK, d'après ces 5 variables, je pense que cette action est une vraie touche, ou non. Et là, en l'occurrence, on avait 300 arbres. Dans ces nouvelles données, ce premier candidat, de toute la forêt, il y a 256 arbres qui ont dit que c'était une vraie touche et 44 qui ont dit que c'était une fausse. Parce qu'après, on peut faire une prédiction au niveau d'une probabilité. On a 85% d'arbres qui ont dit que c'était vrai. Donc, on peut retourner comme quoi on est 85% de chance ou à quel point on est sûr que ce soit une vraie touche. Ensuite, ce qu'on fait avec ces nouvelles données, nous, on reprend la vidéo parce que, OK, c'est bien qu'ils nous disent ces prédictions, mais on veut les vérifier. On les vérifie. Et on fait ça. Et si on n'est pas content, on remet ces données et on recommence. Et on ajoute, on ajuste, on teste et on réentraîne jusqu'à qu'on soit content, jusqu'à que les résultats soient satisfaisants. Et je veux dire, c'est OK, quand est-ce que les résultats sont satisfaisants? Nous, là, on revient sur les mêlées, quelque chose qui a été fait justement il y a 8-9 ans. C'est qui font douter l'algorithme. Aucun de nos algorithmes que j'ai présentés, que vous utilisez ou que certains de vous utilisent, sont à 100%. Et j'aimerais juste être clair, et puis justement, j'aimerais bien que vous challengez là-dessus, mais on n'a jamais promis 100%. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que chaque fois qu'on a des faux positifs ou des faux négatifs, on puisse les expliquer. Donc, on reprend la vidéo. Alors, ce qu'on a ici à gauche, à droite, on a tout en haut à droite, c'est un gros paquet de données qui sont des vrais positifs. C'est toutes ces mêlées qui ont été prédites vraies et qui étaient vraies. En bas à gauche, c'est tout ce qui était des vrais négatifs. C'est tout ce qu'on a des candidats qui n'étaient pas des mêlées et qui ont été prédites à moins de 50%, qui ne sont pas des mêlées. Et en haut à gauche, on va commencer par les faux positifs. Donc, il y avait quelques cas. J'en ai enlevé quelques-uns parce que certains, c'était pendant l'échauffement, certains n'avaient pas de vidéo. OK, on ne peut pas vraiment savoir, on n'est pas vraiment sûr. Mais un de ces cas, il y a, là, c'est une mêlée. Donc, c'est mal parti. Et c'est une mêlée, puis il y a 3 joueurs. Donc, certains joueurs qui étaient là-dedans ne sont pas détectés une mêlée, mais en fait, c'est aussi nos algorithmes fonctionnent par joueur. Donc là-dedans, il y a 3 joueurs dont celle-ci a été détectée une mêlée. Et j'aime bien, c'est pour ça qu'à Catapulte, en tout cas, moi, j'ai utilisé ces vidéos pour vraiment... Et pour moi, c'est satisfaisant, parce que si on regarde les chiffres, on a à plus de 90% ou plus... je viens de Suisse, donc quand je parle de 90... donc ce côté est satisfaisant, mais au moins je peux l'expliquer aux gens et je peux être quand même devant vous, puis j'espère rester crédible, parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'avant une touche, c'est qu'il y a peu d'activité. C'est une des choses que notre algorithme regarde avant les mêlées, il y a peu d'activité, les joueurs se placent, et en l'occurrence là, c'est bien sûr un môle ou un roc qui se forme juste après et qui peut être ressemblé à une mêlée. Et on peut voir, les prédictions ne sont pas à 100%, donc il y a un peu ça. Mais or, maintenant, vu qu'on détecte les touches, ceux-ci peuvent être éliminés. Mais ça, c'est le genre de choses que je me dis que, OK, on est un peu... Potentiellement, je peux être OK avec ça. En tout cas, je présente ça aux gens, aux personnes. Et puis, est-ce que c'est OK de savoir sur tant de... Si vous avez des mouvements comme ça, c'est possible, c'est pas impossible que notre algorithme prédise que qu'il y ait un des joueurs et une mêlée. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée aussi à l'interne. Après, ça s'est perdu dans le marketing. En fait, on ne détecte pas les mêlées, on détecte les mouvements qui ressemblent à des mêlées. Ou on détecte les mouvements qui ressemblent à les touches, on ne détecte pas les touches, on détecte les sauts qui sont typiques dans les touches.
S'il y a une touche, il n'y a personne qui saute, on ne va pas pouvoir détecter ça. Et là, je finis, je crois que je peux même mettre les deux vidéos en même temps. Ceci, c'est des faux négatifs, donc c'est vraiment bien démêlé. Mais il y a un joueur, nous, encore une fois, tous les autres joueurs, on les a détectés bien, on les a bien détectés. Il y a Falatau qui est juste derrière, c'est lui qu'on n'arrive pas bien à détecter. Et tout simplement aussi, là, ces mêlées se finissent très rapidement. J'ai laissé quand même de l'algorithme, parce que certaines fois, s'ils n'ont même pas commencé, ok, on les trie. Celles-ci, elles ont quand même commencé, mais ça, c'est aussi une chose comme quoi, ok, suivant quel mouvement, on peut ne pas détecter ces mêlées. Donc voilà. Je passe maintenant dans l'autre côté, on parle du rugby. Un des autres projets que j'ai travaillé, c'est avec l'équipe d'Angleterre de cricket. Et là, j'ai marqué l'enjeu des données représentatives, une petite omission dans le dataset, une grosse surprise à la sortie. On a commencé justement pour développer cette collaboration avec l'équipe d'Angleterre de cricket, à eux nous donner... pardon, on va recommencer. Ils voulaient détecter ce qui s'appelle delivery, donc c'est chaque fois que les joueurs lancent la balle. Donc ils courent et ils lancent la balle. Ils voulaient d'une manière automatique détecter ça, parce qu'ils le font manuel et puis ça prend énormément de temps, ils ne peuvent pas le faire aussi à l'entraînement, etc. On a dit, ouais, sûrement, on peut sûrement le faire. Donc ils nous ont donné quelques données, quelques vidéos à la base. On a entraîné, on a créé un propre algorithme, on a fait ça sur d'abord 2 joueurs, après 5. Après, ok, on avait une première version. Ok, ils nous ont redonné encore des données de 5 autres joueurs. Premier joueur, et puis je me rappelle exactement où j'étais comme ça. Premier joueur, super. Deuxième joueur, super. Troisième joueur, ok, pas de problème. Quatrième joueur, non, notre algorithme ne ressort rien du tout. Je me suis dit, non, mais je sais pas, il y a un problème. J'ai passé, je pense, 1 heure ou 2, mais quand même bien assez long, je me rappelle exactement. Mais ok, il y a un problème, les données, je regardais quand même. Non, mais les données avaient l'air justes, jusqu'à qu'un peu le Eureka moment, le moment un peu Eureka, justement, je suis suisse, je n'étais pas du tout connaisseur des joueurs anglais de cricket. J'avais leur nom, c'est des personnes, donc ce n'est pas cette personne-là, mais je me suis dit, ok, je Google, je ne sais pas si quelqu'un pense un peu, il réfléchit peut-être, je laisse 1-2 secondes à réfléchir, qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir comme problème. Il était gaucher. C'était juste un peu, bah oui, toutes mes données au départ, c'était que des droitiers. Ce joueur-là était gaucher. Et puis après, c'était juste un peu, heureusement, bien sûr, c'était une version, c'était pas, bien sûr, on n'était pas encore à ressortir, c'était pour ça qu'on valide les choses, c'est pour ça qu'on le fait bien, et puis après, tout de suite, tout le monde, les variables, on était sûr d'avoir inclure des données des gauchers, être sûr que les variables ne soient pas pénalisants sur les gauchers ou sur les autres. Donc, de nouveau, les biais, que ça ne veut pas dire que c'est du machine learning, ça ne veut pas dire que c'est du AI qui n'ont pas de biais méthodologiques. C'est vraiment tout le contraire. Donc, une conclusion intérim, c'est ce que font et ne font pas, revenant un peu sur le titre de ma présentation. Les limitations, les algorithmes, même ceux utilisant le machine learning, sont influencés par les biais méthodologiques. Donc, comme un peu ces quelques exemples que j'ai pu vous montrer. Mais les avantages, ces algorithmes, surtout ceux utilisant le machine learning ou AI ou ce que vous voulez, ont le potentiel de fournir de nouvelles informations précieuses parce que justement l'humain ne peut plus vraiment ou ne peut pas ingérer toutes ces données, donc il faut utiliser ces outils. Et plutôt après, tout simplement, conseil pratique, peut-être pour les utilisateurs. Vous pouvez me challenger, j'espère que si vous me challengez, vous challengerez aussi nos compétiteurs ou autres. Je suis tout pour essayer de faire élever un peu le niveau moyen de ce domaine-là. Donc pour moi, c'est vraiment essayer, même si vous ne connaissez pas, et puis vous n'avez pas besoin de savoir exactement ces arbres, ces random forests, etc., vous pouvez quand même poser la question remettre la question à la boîte noire en posant des questions comme quelles données ont été utilisées pour développer l'algorithme? Est-ce que l'échantillon de données est-il représentatif des situations que vous analysez? Ce genre de questions, je trouve, serait totalement pertinente. Et en tout cas, on devrait vous répondre, et j'espère qu'on vous donnerait une réponse satisfaisante à Catapulte. Et après, ensuite, c'est OK, je vous ai montré des vidéos, mais j'aimerais vraiment aussi, ne vous contentez pas de me croire ou de nous croire sur parole. Vous pouvez utiliser OK, je fais un petit peu de marketing, Catapulte Pro vidéo, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle vidéo si vous avez passé un peu de temps pour au moins, vous n'avez pas besoin de faire ça tout le temps, mais si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, juste pour comprendre les limitations, parce qu'au bout d'un moment, après, c'est vous qui choisissez, qui font des choix sur ces mesures. Et si vous n'êtes pas en connaissance de cause de ces limitations, vous pouvez faire après des choix qui soient mauvais.
Et demain, identifier les phases de jeu. Alors là, je vais passer un peu sur du football américain. Pour différentes raisons que je ne vais pas m'attarder maintenant, tous ces algorithmes qu'on a créés sont faits sur, on regarde qu'un athlète, on regarde rien du tout autour. Ce qui est positif, en gros, si je vais faire simple aussi, pour les mêlées, on pourrait très vite comprendre, ah mais pourquoi si les autres personnes font les mêlées, c'est oui, mais bon, il y a d'autres trucs techniques à l'interne, mais surtout aussi, c'était dans l'idée que s'il y avait, 3 joueurs qui faisaient ça en entraînement contre une machine à mêler, ça doit être détecté aussi. Donc on ne pouvait pas forcément... Qu'est-ce qui se fait si pas tout le monde a aussi un capteur dessus? Donc on a fait la décision, même si ça pourrait être amélioré de savoir ce qui se passe autour, de tous ces algorithmes se font... ils regardent les données que d'un capteur, que d'un joueur. Mais maintenant, on est en train de passer, donc on est en train de travailler là-dessus. Et là, c'est un exemple de regarder de comment est-ce qu'on peut mettre du contexte en regardant qu'est-ce que fait toutes ces données en équipe. Le problème avec le football américain, c'est qu'ils ont pas forcément trop, quoique, pendant les matchs, mais ils changent de personnel à chaque plays, à chaque jeu. Et ce qui est pire, c'est à l'entraînement, ils font ça, et soit ça leur prend un temps énorme pour savoir quel joueur est dans chaque play, ou ils ne le font pas parce que ça prend trop de temps. Donc ça, un peu l'idée, c'est donc il faudrait voir comment est-ce qu'on peut détecter ces plays, puis après l'idée, c'est de savoir qui fait partie de ces... pardon, je prends plays parce que je ne sais même pas comment on dit ça en français, c'est américain. Donc voilà. Ce que vous voyez en bas, c'est toutes ces petites lignes, c'est une ligne d'un joueur. On a la vidéo, et tout en haut à droite, c'est justement tout le match, et le bas à gauche, c'est le zoom sur le petit bout en rouge qui est dessus. Donc je fais passer la vidéo. Et l'idée, c'est juste aussi un peu un proof of concept, c'est juste pour voir comme quoi, ok, quand ça c'est pic, de nouveau, on revient à ces pics, ok, qui est fait par plusieurs joueurs maintenant, c'est un play. Après, on peut identifier quels joueurs sont dedans, c'est les joueurs rouges, ce qui fait qu'on peut automatiquement détecter justement ceux qui utilisent Catapult, les player in play, qui est peut-être un peu moins problématique au rugby, mais pour eux, c'est de le faire automatique. Ce qui est aussi pour moi très pratique, c'est que quand on a détecté ça et faisant ça avec la vidéo, on pourrait couper toutes ces pubs, parce que de faire 4 heures de publicité et autres, c'est un peu pénible. Là, on sait que rien ne se passe, on pourrait couper ça après. Donc on va quand même attendre le deuxième et le troisième. Donc là, c'est un autre jeu. Puis bien sûr, après, ça c'est le contexte du football américain, mais vu que c'est quelque chose avec quoi on travaille maintenant à Catapult, alors faut pas, c'est bien, j'ai marqué demain, c'est pas littéralement demain, c'est dans un futur, on va plutôt dire année, comme ça, mais c'est ce genre de choses qu'on travaille et qui pourrait être aussi donné du contexte aussi en rugby. Après, j'aime bien, je crois, le dernier, je fais juste un peu plus rapide, parce qu'on croit qu'ils partent aussi un peu plus tôt, c'est un peu plus gros, mais en fait, ils ne partent pas. Et puis, effectivement, là, en l'occurrence, c'est un petit zoom sur ça. Allez, on finit par un touchdown. Ce qu'on fait aussi, c'est mon équipe et moi-même, on a aussi travaillé, on travaille justement, on parlait maintenant du deep learning avant, au niveau de la computer vision par ordinateur, je suppose un peu en français. C'est ce qu'on fait aussi. L'idée, tout en haut à gauche, c'est la vidéo. Là, il n'y a aucun capteur, c'est que de la vidéo. Encore une fois, là, on pourrait justement, grâce à nos capteurs, on peut détecter quand est-ce qu'il y a un jeu, quand il y a un play. Ok, on sait que c'est de là à là dans la vidéo, ce qui est le cas. Et après, là, on utilise justement, je suppose que la prochaine présentation ira plus dans les détails, mais je veux dire que juste, on fait peut-être un peu de publicité pour Catapult, mais on fait aussi ce genre de choses à Catapult, et on travaille sur c'est aussi mon équipe qui s'occupe de ça. Et on travaille de plus en plus aussi avec la vidéo. Je remets aussi, ce qui est, ok, justement là, on est toujours en phase après de tests, mais ce qui est assez
J'étais peut-être chanceux ou pas, après vous pouvez croire ou ne croyez pas. J'ai pas sélectionné ça par OK, c'était mon meilleur. J'ai juste utilisé un ou deux, j'en ai fait deux, et ça m'a donné ce résultat. Pour moi, j'ai trouvé, parce que je m'attendais, comme le rugby, à beaucoup de croisements. Et pour l'instant, nos algorithmes ne fonctionnent pas trop mal. En tout cas, le problème, c'est dès qu'il y a des croisements, on perd les joueurs, les tracks, les traces des joueurs. Donc ça, c'est une petite chose pour un peu, quand on parle des AI et de vidéo. Et je vais finir, vous vous rappelez des toutes premières vidéos. J'ai dit que ça fait il y a pratiquement 10 ans, les premières vidéos où j'ai mis à côté les données capteurs inertiels et la vidéo. J'ai toujours aussi un problème, surtout qu'après, pour certains mouvements, tes yeux doivent vraiment aller gauche-droite pour après, OK, qu'est-ce qui se passe avec cette ligne, et puis regarder la vidéo. Ce que je voulais faire de temps en temps, c'est de mettre ces capteurs, ces résultats en suivant le joueur. Donc là aussi, j'ai pris l'exemple utilisant quelques techniques de deep learning pour détecter les joueurs. Alors donc les détections sont faites à des joueurs dans la vidéo, sont faites par la vidéo. Et après, vu que je sais quel joueur est, j'ai mis les données des capteurs qu'ils ont sur leur dos. Et entre autres, par exemple, j'étais intéressé, il y a plein de chiffres là-dedans, mais le premier, c'est comme un peu les mêlés. Le premier chiffre, qui est tout en haut, on voit c'est l'orientation de leur haut du corps. Donc on peut voir ça quand ils font leur engagement, leur face-off. On peut voir qu'ils sont aussi à ce niveau-là. On peut regarder player load et ce genre de choses. Donc ça se fait. À l'heure actuelle, justement, c'est vraiment, des fois aussi, même nous, pour créer des prototypes et des algorithmes qui vont être que pour la vidéo ou que pour les capteurs. Mais je pense qu'on est j'espère, en tout cas ça c'est notre vision de l'équipe, qu'on est aussi dans un futur pas trop loin de pouvoir vraiment fusionner les choses qui soient après utiles. Parce que ça j'espère que c'est assez cool, c'est utile pour nous à l'interne, mais après il faut passer un peu plus sur OK, le wow factor, mais comment c'est utile pour après les utilisateurs. Merci beaucoup. Merci Jérôme, merci. En tout cas, nous, au sein de la fédération, ces différentes métriques, c'est un peu calculé par intelligence artificielle, sont utilisées au quotidien. Alors après, toujours des allers-retours et des questions qu'on a sur la performance de chaque métrique en termes d'erreurs possibles. Ça, c'est surtout les besoins dont on a besoin, enfin les besoins qui doivent être clairement définis pour l'exploitation et la prise de décision. En tout cas, on commence, nous, à exploiter ça. Il y aura plein de questions, je pense, par la suite autour de la table ronde. Voilà. Merci, Jérôme. Adrien, oui. Bonjour. On se vu tout à l'heure. Adrien Maglot, qui est chercheur au CEA, avec qui on travaille depuis pas mal d'années, qui a été intégré dans le cadre du programme Team Sport dès le début de l'aventure sur ce programme de recherche qui était sur la dimension mentale d'ailleurs, et on fera le lien certainement après. Mais l'objectif c'était que tu nous fasses un petit point justement sur les connaissances et les développements qui existent sur l'utilisation de l'IA dans la vision assistée par ordinateur, ce qui est un peu l'objet et ton expertise. Voilà. Donc je vais te laisser la parole et je suppose qu'il y aura beaucoup de vidéos, je pense. Oui, j'espère si elle fonctionne correctement. Bonjour à tous, je suis Adrien Maglot, je suis ingénieur-chercheur au CEA. Et donc, comme Julien l'a introduit, je vais vous parler d'analyse vidéo et d'IA pour les sports collectifs. Alors, il n'y aura pas que du rugby, mais vous verrez que des choses qui s'appliquent au sport collectif, généralement, s'appliquent bien au rugby, moyennant certaines spécificités. Alors, comme Julien l'a dit aussi, c'est des travaux qui ont été menés majoritairement dans le cadre du projet Team Sport, dont Michael était coordinateur, et par les gens qui sont ici, qui font partie de mon laboratoire. Alors, justement, parlons d'un laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait rapidement? On est un laboratoire donc, du CEA, on est le laboratoire de vision et d'apprentissage pour l'analyse de scène. Qu'est-ce qu'on fait? C'est bien parce que je vais pouvoir me rattacher à des éléments de
des présentations précédentes, on conçoit des algorithmes, principalement de machine learning, de deep learning, qui apprennent à voir des choses dans des images. Bon, ça peut être dans des images, mais ça peut être aussi dans des vidéos ou des nuages de points 3D. Et il y a plusieurs domaines d'application, donc le transport, la conduite autonome, l'industrie, l'agroalimentaire, donc surveiller des bovins par exemple, la sécurité, la santé, et ce qui nous intéresse ici, le sport. Alors, la vision par ordinateur, pour les sports collectifs, Jérôme a présenté des exemples. Principalement, on l'utilise pour déterminer deux choses. Enfin, moi, je l'ai cassé comme ça. Faire du tracking déjà, déterminer la position des joueurs et du ballon sur le terrain, pour savoir quel déplacement ont fait les joueurs, où ils étaient situés durant le match, et aussi, pourquoi pas, pour détecter après des patterns de jeu chez les adversaires. Donc ça, c'est le tracking. Et on va aussi pouvoir vouloir détecter des phases de jeu et des actions de jeu. Donc là, c'est ce qu'on appellerait plutôt l'action spotting. Alors, je vais vous parler plus particulièrement du tracking, parce que c'est ce qui nous a pas mal occupé dans le cadre du projet Team Sport. Et puis, je donnerai aussi quelques exemples de nos travaux sur l'action spotting. Alors, nous, on a fait du tracking vidéo. Donc, pas du tracking avec des GPS, ni des LPS, mais du tracking vidéo. Donc, en quoi ça consiste ? En entrée, on a une vidéo de match. La caméra bouge, parce qu'on considère qu'on a des images de type télévision. Et puis, qu'est-ce qu'on veut en sortie ? On veut une sorte de carte avec les points qui représentent chaque joueur. Alors, pour le tracking vidéo, c'est compliqué. Pourquoi ? Souvent à cause de la résolution des images. Les joueurs qui sont au fond du terrain, quand on a une image comme ça en haut à droite, ils sont petits. Puis ils ont tendance, c'est ce qu'on leur demande d'ailleurs, de se déplacer rapidement. Et la caméra aussi peut aussi bouger assez rapidement, ce qui introduit des flous. Et puis, suivant les sports aussi, et particulièrement au rugby, les joueurs ont tendance à s'occulter. Donc, comme Jérôme l'a dit tout à l'heure, quand ils s'occultent, c'est compliqué pour un algorithme après de savoir, quand l'un est passé derrière l'autre, est-ce que c'est le joueur A, est-ce que c'est le joueur B, c'est compliqué. Ils adoptent parfois des poses inhabituelles, donc pour la détection, c'est pas facile forcément. Et puis, ils ont la fâcheuse tendance au sein d'une même équipe à s'habiller pareil. Et ça, c'est problématique pour les algorithmes de reconnaissance. Parce que qu'est-ce qu'on a besoin en fait ? Quand on conçoit un algorithme de tracking vidéo de joueurs de sport, on a besoin, ce que j'ai décomposé en 3 briques, on a besoin de détecter les joueurs. Donc on a des images, on a besoin de savoir où sont les joueurs dans l'image. Donc ça, c'est la première tâche, détecter les joueurs. Puis on va avoir besoin de reconnaître les joueurs, parce qu'une fois qu'on les a détectés dans une image, il faut savoir dans l'image suivante, est-ce que c'est le joueur A, est-ce que c'est le joueur B, est-ce que c'est le même joueur qu'à l'image précédente qui était à cet endroit précis. Donc ça, c'est la deuxième tâche. Et c'est la tâche en fait la plus compliquée, souvent. Et la troisième tâche aussi, ça va être détecter le terrain. Parce que quand la caméra bouge, finalement, dans chaque image, on est obligé pour reconstruire le plan où on a placé les petits points des joueurs, on va être obligé d'être capable de détecter la position du terrain dans la vue filmée par la caméra. Alors, je viens de vous parler de la détection. La détection, en quoi ça va consister ? Ça va consister à utiliser des algorithmes de deep learning, comme Karim nous a parlé, qui vont être entraînés à placer des boîtes englobantes autour de chaque joueur. Donc, comment ça fonctionne ? On lui donne plein d'exemples d'images de sport sur lesquelles un annotateur, souvent humain, a placé des boîtes englobantes. On entraîne l'algorithme de deep learning comme ça à détecter des joueurs. Et puis, au moment, quand on a une nouvelle image, à ce moment-là, il est capable de nous ressortir les boîtes englobantes de chaque joueur. Ça va à peu près. Par contre, la difficulté, comme je vous ai dit, c'est de les reconnaître, les joueurs. Et c'est une tâche en fait qu'on appelle dans mon domaine la réidentification. Alors c'est un problème pas facile. La première chose qu'on peut se dire, pour reconnaître les joueurs, c'est simple, on peut utiliser le numéro de maillot. Ouais.
D'accord. Sauf qu'il est souvent pas visible en fait. Quand on regarde de côté, bah là par exemple, on les voit pas trop, les numéros de value. Et puis il est souvent partiellement occulté, ou il est flou, et puis parfois pour certains sports, il n'est pas très important. Donc ce qu'on va plutôt avoir tendance à se baser, c'est sur l'apparence des joueurs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils s'habillent tous pareil au sein d'une même équipe. Et donc on va essayer d'entraîner des algorithmes, toujours de deep learning, à reconnaître des détails fins. Donc est-ce qu'il a une paire de chaussures d'une couleur particulière, est-ce qu'il a une coupe de cheveux d'une couleur particulière, etc. Donc c'est ça qui va permettre d'accomplir cette seconde tâche de reconnaissance des joueurs entre les images. Alors, pour reconnaître les joueurs, justement, un des premiers travaux qu'on avait fait dans le cadre du projet Team Sport, c'est une méthode semi-automatique, donc, où on construisait déjà des pistes de suivi, donc on associait automatiquement des boîtes englobantes de joueurs entre image en image. Là, on savait que ce n'était pas ambigu. C'est-à-dire que là où il n'y avait pas de joueurs qui se croisaient, on considérait qu'on avait des pistes pas ambiguës. Et dès qu'on avait des joueurs qui se croisaient, là, ambiguïté, on arrêtait le suivi et on commençait une autre piste de suivi. Et à partir de ces pistes de suivi, il y avait un annotateur humain qui venait indiquer « Ah bah là, cette piste-là, comme vous voyez représentée ici à droite, bah c'est le joueur 0, c'est le joueur 12, c'est le joueur 14, c'est le joueur 1, etc. » Et puis, une fois qu'on avait ces annotations-là, on entraînait l'algorithme à reconnaître les joueurs. Et du coup, l'algorithme était entraîné sur ces pistes-là et il était capable, dans la phase qu'on dit d'inférence, donc d'utilisation de l'algorithme, de reconnaître les joueurs et donc de compléter les pistes là où ça n'avait pas été annoté par un humain. Et si, à l'issue de cette phase d'inférence, c'était toujours pas bon, l'annotateur pouvait rajouter des annotations pour améliorer le résultat, et au fur et à mesure, c'était censé s'améliorer. Donc cet algorithme semi-automatique, ça donnait ce résultat-là. Là, c'est du rugby à 7, dans lequel on avait annoté une petite partie des pistes non ambiguës, et puis donc après, l'algorithme était capable, sur la séquence, de compléter ce tracking. Donc là, pour les joueurs de l'équipe de France. Bon, alors là, c'était semi-automatique, mais dans l'idéal, on voudrait que ça soit entièrement automatique. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? On a essayé de concevoir un algorithme, cette fois-ci non supervisé, donc du coup qui apprend tout seul à reconnaître les joueurs. Comment ça marche rapidement ? On va reprendre notre concept de piste non ambiguë, et on va se servir du fait que, comme on sait qu'on a nos pistes non ambiguës, on sait que forcément, un même joueur ne peut pas exister deux fois dans la même image. Donc du coup, on va entraîner notre algorithme à dire que une image, une boîte englobante à l'instant T, elle correspond à la boîte englobante à l'instant T plus 1, c'est la même identité. Donc là, du coup, il faut qu'il apprenne que c'est la même personne. Mais par contre, si c'est une autre personne, là, c'est un exemple négatif. Donc là, il faut qu'il apprenne que c'est une personne différente. Et la troisième étape, maintenant, je vous en ai parlé, comme la caméra bouge, on a des images de type télévision, et du coup, il faut localiser le terrain dans l'image. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise encore un algorithme de deep learning qui va apprendre à localiser le terrain en détectant des points clés dans les images. Alors ça donne le résultat suivant, si on l'applique au rugby. Donc là, c'est un exemple sur du rugby à 15. Alors ce que vous voyez comme numéro, en fait, ce n'est pas des numéros de maillot, du coup, c'est des numéros de piste. Donc si l'algorithme a pas bien marché, normalement, tout au long de la séquence, le joueur doit garder son numéro. Si ça ne marche pas bien, du coup, on dit qu'il switch d'identité. Et donc, du coup, c'est pas bon, il change de numéro. Alors ça, c'est appliqué à du rugby, mais on a participé en fait à un challenge de tracking de joueurs de foot, un challenge international. On a comparé nos résultats à d'autres équipes et on est content parce qu'on a gagné en les éditions 2022 et 2023 avec du coup notre méthode qui apprend automatiquement à reconnaître les identités des joueurs. Alors, le tracking vidéo, on peut s'en servir donc, pour savoir
individuellement où sont situés les joueurs durant le match. On peut s'en servir aussi pour essayer dans des étapes suivantes, essayer de détecter des patterns de positionnement des joueurs. Mais aussi, on peut s'en servir, et ça, c'était l'objet du projet Team Sport, pour essayer de tenter de mesurer la cohésion, et notamment, c'était une demande de Michael, mesurer la qualité des regroupements des joueurs durant les temps morts. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est un temps mort, les joueurs se regroupent, et ce que vous voyez ici, c'est des scores qui sont calculés automatiquement grâce au tracking et qui permettent de mesurer, en fait, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un joueur qui est retenu ailleurs, ou est-ce qu'ils font tous, est-ce que le regroupement est fait correctement au même endroit, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de retardataire, etc. Donc ça permet d'avoir une métrique quantitative de ces aspects-là de cohésion. Mais alors, une fois qu'on a, on a la position des joueurs sur le terrain grâce à nos algorithmes de tracking, mais si on associe ça à une reconstruction 3D de la pose des joueurs, on est capable de faire des choses comme ça. On est capable de faire une reconstruction 3D d'un match. Comme là, par exemple, c'est du volley. Donc là, ça associe les briques de tracking vidéo que je vous ai présentées juste avant, plus une brique de reconstruction 3D. Et donc, du coup, on est capable d'estimer un autre point de vue pour voir le match différemment. Alors là, la particularité, c'est qu'au volley, les joueurs sautent, sûrement plus qu'au rugby. Et donc, du coup, comme on n'a qu'une seule vue, il a fallu déterminer avec une seule vue la hauteur des joueurs. Et ça se fait en plus en détectant quand les joueurs sautent ou quand les joueurs ne sautent pas. Donc là, c'est la particularité de ce travail-là. Alors oui, un petit slide récapitulatif sur les solutions de tracking de joueurs. Jérôme me corrigera si je dis des bêtises. Les solutions de GPS, l'avantage c'est que c'est simple à mettre en œuvre. On met une antenne sur le côté et ça fonctionne. Les inconvénients, ça peut être que les adversaires, souvent, ils ne veulent pas partager les positions, les données GPS. Donc, si on veut détecter des patterns, ce n'est pas possible. Et parfois, on a des soucis de qualité des positions avec le signal GPS. Pour les solutions LPS, on va, donc GPS indoor, on va avoir des positions souvent de très haute qualité, mais on va avoir besoin d'un stade et que les joueurs soient équipés. Donc le problème reste le même pour les adversaires notamment. Et la solution par vision par ordinateur, là l'avantage cette fois-ci c'est qu'on a dans tous les cas la position des adversaires à condition qu'ils apparaissent à l'image. Il n'y a pas de nécessité d'équipement dans le stade ou dans les joueurs et ça peut fonctionner même avec des images télé, donc quand la caméra bouge. Par contre, le gros souci par rapport aux solutions GPS et LPS, c'est les confusions d'identité. C'est-à-dire, s'il y a un joueur qui passe derrière un autre, on va avoir tendance à le confondre et donc faire des switches d'identité et donc avoir une information de tracking incorrecte. Alors, je vous ai parlé de tracking, je vous ai dit que j'allais parler aussi de quelques travaux qu'on a fait en reconnaissance d'action, reconnaissance de phase. Ce qu'on veut pouvoir faire souvent comme type d'action, c'est déjà reconnaître qui porte le ballon, qui contrôle le ballon. Alors ça, c'est un exemple de travail qu'on a réalisé au basket, où là, pareil, on a associé notre brique de tracking que je vous ai présentée juste avant, avec en plus une brique d'estimation du porteur de balle, qui consiste à détecter le ballon, et puis ensuite détecter quel joueur, quelle joueuse en l'occurrence, est en relation avec le ballon. Et ça, ça nous permet après de faire automatiquement des graphes de passes, comme j'en ai représenté un ici sur la droite du slide. Et on peut vouloir aussi faire de la détection d'événements. Au foot, ici, c'est un exemple du foot. Détection d'événements. Donc là, c'est fait pareil, avec des algorithmes qui sont entraînés de manière supervisée. Et pour ces tâches-là aussi, il y a des challenges internationaux qui permettent de comparer nos algorithmes à ceux d'autres équipes partout dans le monde. Et un collègue qui avait participé il y a 2 ans, je crois, qui est arrivé 5e. Donc là, c'est de la détection d'événements au football, mais on peut aussi l'appliquer au rugby. Alors là, c'est du rugby à 7.
où cette fois-ci on détecte les touches, les mêlées, pas avec des capteurs GPS, mais avec l'image. Voilà, et on peut aussi détecter quand ça joue et quand ça joue pas. Quand il y a une détection qui est effectuée, c'est représenté dans les carrés, ici en haut à droite, dans les différentes vidéos. Voilà, les vidéos sont assez rapides. Et enfin, juste des derniers travaux qu'on a fait. Jusqu'à présent, je vous ai parlé d'algorithmes plutôt d'analyse de l'existant, des vidéos de sport collectif. Mais un des derniers travaux qu'on a fait, c'est générer des images. Alors, c'est la même manière que dans ChatGPT, vous tapez génère-moi une image de rugby. Là, c'est la même chose, sauf que la particularité, c'est qu'on peut placer exactement les joueurs où on veut. Ce qui va être difficile de faire avec du texte. On peut ici, en indiquant les petites boîtes, là, les petits rectangles, et en indiquant pareil cette forme-là du terrain, comment le terrain apparaît à l'image, on est capable de générer une image. Ici, c'est du foot, parce que le modèle génératif a été entraîné sur des images de football, mais on est capable donc de générer l'image avec les joueurs exactement à l'endroit où l'on souhaite. Alors, pour conclure, la recherche académique en vision par ordinateur pour le sport est très active. Je vous ai parlé de plusieurs challenges, il y a des workshops, il y a des conférences qui sont spécialisées. Il y a déjà des solutions industrielles qui sont disponibles. Là, j'ai mis des logos d'entreprises françaises qui font notamment du tracking, mais notamment aussi de la reconnaissance d'événements dans les vidéos, même parfois pour du rugby. Et pour le rugby, plus particulièrement, les méthodes développées souvent pour d'autres sports, donc majoritairement le football, ça s'adapte assez bien au rugby. Mais il subsiste des challenges spécifiques, notamment le fait qu'il y a 15 joueurs par équipe. Il y a des occultations, notamment peut-être plus nombreuses que pour d'autres sports. Et il y a aussi des staffs qui se baladent sur le terrain pas mal, contrairement peut-être... tandis qu'au football, il y en a un peu moins, etc. Donc ça rajoute des identités des gens qui viennent se balader sur le terrain. Et puis, pour le rugby, il y a peu de données publiques disponibles pour entraîner les modèles. Karim en a parlé tout à l'heure. Pour entraîner les modèles, la donnée, c'est clé. Et donc, il faut passer par des phases de collecte de données vidéo et puis d'annotation manuelle lorsque les algorithmes sont supervisés par des annotations humaines. Voilà, j'ai terminé. Là, c'est une dernière petite vidéo d'un exemple de notre brique de tracking sur un match de rugby à 7. Le rugby à 7, c'est pas trop long, donc on arrive à traquer les joueurs assez bien sur un match complet. Et puis, il n'y a aussi pas trop de joueurs sur le terrain, donc ça facilite les choses. Voilà, j'ai terminé. Merci Adrien. Du coup, on va passer aux questions. Je vais te demander de rester sur scène. Karim, Jérôme. Jérôme, si tu acceptes cette mission aussi. Micro. Ouais. On va peut-être commencer par des questions si vous en avez. Allez, on se lance. Personne ? Ouais. Ça marche ? Oui. C'était plus pour les deux premières présentations au sujet de l'illustration de l'IA. On a dit que ça ne marche que quand il y a un humain derrière et qu'il faut toujours remettre en question la boîte noire. Et moi, je me demandais dans quelle mesure, quand on utilise ce genre d'outils, quand la situation nous dépasse, donc par exemple, quand on a des millions de données et des millions de données, et que justement l'humain ne peut pas subvenir seul pour répondre à ce problème, comment est-ce qu'on peut être sûr que la réponse donnée par l'algorithme, il est sûr et qu'on peut le considérer comme vrai pour ensuite travailler si la seule réponse que l'algorithme nous donne, c'est celle qu'on va garder, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'elle est vraie ? Très bonne question. Je répondrai, en tout cas, en première partie
par rapport aux algorithmes, on ne peut pas tout tester. Par contre, j'espère qu'il y a justement certaines connaissances. Par exemple, si tu as, par exemple, ce serait génial, justement, si j'utilise aussi ChatGPT ou autre, c'est quand est-ce que vous êtes si vous avez des bonnes connaissances sur un sujet, posez ces questions-là, commencez par un truc que vous connaissez bien et posez des questions à ChatGPT. Vous verrez, je suis bluffé aussi, ça marche très bien, jusqu'à que, mais ça c'est un peu bizarre, ou ça c'est faux. Et juste pour après, moi, mettre le doute. Après, ça c'est vraiment toujours après rester l'esprit critique, c'est dire aussi des choses qu'on ne va pas pouvoir tester, mais après c'est des probabilités. Ce qui fait qu'après, il y a les décisions que tu vas faire par rapport à ça, c'est-à-dire toujours l'esprit critique, c'est alors quelles décisions je vais faire, à quel point elles sont importantes, à quel point j'ai le droit de me tromper, et puis suivre, à quel point, et puis moins j'ai le droit de me tromper, plus je vais essayer d'avoir des différents faisceaux. Le problème, c'est ça. Après, c'est une autre question, c'est OK, si on n'a que la source ChatGPT, mais comment on peut faire pour croiser ces sources? Ça reste toujours après l'esprit un peu critique et scientifique. C'est ce que je répondrais, je crois, à ta question. Je ne sais pas si tu compléter. Mais... C'est une bonne question et elle pose aussi la question de l'usage derrière. Tous les modèles ne font pas la même chose, on l'a vu précédemment. Si on reste sur l'IA générative, tu as une part potentiellement de la réponse qui n'est pas forcément correcte. Donc partir du principe que ce qu'une IA générative te répond est opposable, c'est déjà pas un bon début. Tu peux t'en servir pour t'augmenter, pour t'aider elle nécessitera nécessairement une relecture. Et après, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu de probabilité. Donc tu ne peux pas en être sûr à 100%. Je donne l'exemple typiquement d'un modèle qu'on avait mis en place chez Société Générale qui s'appelle le NACRE. Le NACRE, c'est ce qu'on appelle le paiement automatique des divers à régulariser. Qu'est-ce que c'est? Vous avez une autorisation de découvert à un instant T et vous allez la dépasser sur un prélèvement ou un paiement durant la nuit. Le problème, c'est que si on vous bloque ce paiement, potentiellement, vous vous retrouvez en difficulté avec des frais ou autres. Pourtant, vous êtes au-delà de votre découvert. La réalité, c'est qu'il y a une partie des gens qui, même si on les laisse aller plus loin que le découvert, vont tout de suite renflouer, et une autre partie qui ne redonneront jamais. Le modèle n'est pas capable de prendre la bonne décision à 100%. Pour tout vous dire, ce modèle-là, il avait une marge d'erreur autour de 6%. Pourquoi? Parce que X jours après, c'est une variable qu'on crée. Le client a-t-il remboursé X jours après, 3 jours plus tard? Et donc, on peut mesurer la performance comme ça. Et avec l'évolution de la performance, on peut le réaiguiller, le réarbitrer. La réalité, c'est que sur un certain niveau de décision, on se pose la question du est-ce que le modèle est dans une position de conseil ou de décision automatique? Là, on arrive à ce qu'on appelle de la gestion du risque. Est-ce qu'on est prêt à accepter une perte de X? Voilà. Donc il n'y a jamais une réponse à 100% valide. Et par contre, pour aller un peu plus loin sur le sujet de l'IA générative, le risque de ne pas comprendre, sur l'aspect plutôt nacre que je disais tout à l'heure, on a eu une autre problématique qui était, quand il y a refus, comment le conseiller explique ça au client? Là, on crée des nouveaux modèles qui s'appellent des modèles d'explicabilité et qui sont censés être capables d'interpréter les 400 variables en jeu, les pondérations, et y associer un discours en français. Ce qui est très particulier, hein, je vous l'accorde. Et là, il faut itérer pour essayer de se rapprocher de ce qui pourrait être le plus logique à répondre. Mais encore une fois, ce n'est pas un système parfait. Pour l'IA générative, le risque, c'est que si vous prenez pour argent comptant, on va entrer dans quelque chose qui amène une forme de généralité où tout le monde va commencer à produire la même chose tout le temps parce que vous ne contextualisez pas, parce que vous ne relisez pas et qui amène des questions complémentaires sur la valeur de ce que vous allez produire. C'est pour ça que c'est important de ne pas considérer que c'est opposable. Je ne sais pas si d'autres veulent compléter. Non. Je crois qu'il y avait une autre question. Alors, je crois qu'il y a une première question ici. Après, c'est pas de problème. Alors, allez-y. On est dans la nuance aujourd'hui. Donc, Oui, en particulier les domaines médicaux. Donc, il y a 2 démarches principales qui sont adoptées. Une qui correspond tout à fait à celle que vous venez déjà donner, qui sont les modèles explicatifs.
Donc il y a une technique en particulier qui s'appelle Shapley. Si vous vous intéressez, on pourra en parler après. Et il y a une autre technique, et là, Cocorico, le leader mondial est français, il s'appelle MAPI, qui permet pour, quand vous avez une valeur pour dire, par exemple, c'est une touche, il va vous dire 95% de la probabilité que ce soit une touche est contenue entre la valeur A et la valeur B. Et donc là, si vous avez un intervalle qui est très restreint, vous pouvez vous dire, OK, probablement que la décision, elle est bien charpentée. Si vous avez un intervalle de décision qui est énorme, doute. Très bien, merci. Moi, ce serait une question surtout pour le préparateur physique et le coach sur l'utilisation de l'IA et de la prévention contre les blessures. Donc, comme vous avez parlé dans la première présentation, est-ce que, si on imagine que l'IA prédit que, par exemple, un athlète va se blesser à 80% pendant ce match, est-ce que vous préférez écouter l'IA et mettre votre athlète sur le côté pour qu'il ait la récupération, ou est-ce que vous préférez vous écouter vous-même et votre préparateur physique à la place de l'IA? D'après toi? Non, mais en fait, ça ne marche pas comme ça, tout à fait. Tu vois, tu te fies à ton intuition qui est la plus grande part d'intelligence de l'être humain pour moi. Tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'on a plein de capteurs en nous, tu vois, et on est influencé de manière permanente. C'est juste une aide. Tu vois, c'est quelque chose qui va te soutenir dans les prises de décision, mais pas pendant la période de match. Parce qu'on se retrouve complètement et concrètement dans la notion de risque-bénéfice aussi, en permanence. Et puis le joueur, tu ne vas pas sortir comme ça, parce que si le joueur il a envie de rester sur le terrain, je peux te garantir qu'il faut s'accrocher. Et après, tu as intérêt à lui donner des explications, parce que très vite, tu peux avoir des comportements parasites et qui vont impacter, si tu veux, la notion de collectif. Donc tu fais attention à tout ça, je te le fais simple. Mais par contre, on utilise beaucoup des algorithmes et tout un tas de choses qui nous aident à la prise de décision, qui vont nous permettre de travailler sur est-ce qu'on met le joueur en risque de blessure ou en risque de désentraînement. Et on a une méthodologie d'entraînement, Julien, il en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, Julien, j'en sais rien, mais où on travaille sur rugby, tu vois, et une terminologie qui amène des prédictifs, si tu veux, pour pouvoir préparer nos entraînements et gérer, si tu veux, cette charge de travail qui va nous permettre de limiter ce facteur risque de blessure, tout autant qu'on va permettre à la donnée, alors je fais attention à ça parce que c'est une donnée d'intégrité du joueur par rapport à la partie, on va dire, médicale, mais un kiné, tu vois, qui travaille avec le préparateur physique et avec le coach que je suis à l'arrivée, vont donner la somme d'informations qui permet de prendre la décision si on le met sur le terrain ou si on va gérer le volume de l'entraînement, si tu veux dire, c'est l'intensité de l'entraînement. Mais tout autant que derrière, on peut déployer aussi autre chose. C'est-à-dire qu'on va peut-être travailler plus sur les aspects cognitifs, les aspects moteurs ou je ne sais quoi. Donc l'objectif, c'est de prendre les bonnes décisions, tu vois, de les lisser le plus possible grâce à toutes les données qu'on va pouvoir avoir. En gros, les KPIs. Voilà. Mais sur la performance match, après, on n'est plus tout à fait là-dedans. On va surtout utiliser les données de performance collective qui vont nous permettre à chacun des individus dans leur rôle respectif d'identifier leurs forces au service du collectif. Donc fabriquer la confiance au travers de toutes ces informations-là qu'on va avoir et de nous comparer par rapport à l'adversaire, si tu veux, pour prendre les bonnes décisions aussi, de savoir sur quoi on va aller mettre l'accent, l'énergie pour pouvoir performer. Si c'est les breakdowns, c'est les breakdowns. Si c'est le jeu aérien, c'est le jeu aérien. Je ne sais pas moi. Si c'est les lancements de jeu, c'est les lancements de jeu. Ça va? J'ai répondu? Je vais juste permettre juste une petite réponse parce que complémentaire qui est quel pourcentage de blessures qui sont en rugby qui sont liées à un contact? Vous le savez? 80% des blessures liées à un contact, c'est-à-dire qui ne sont même pas liées à toi. Donc, essayer de se projeter sur une notion de prédiction de blessure, peut-être celles qui sont les plus prédictives, c'est-à-dire intrinsèques, il y en a forcément. 80% des blessures sont liées au contact. Donc, en fait, il va falloir vraiment qu'on puisse être en mesure d'intégrer beaucoup de variables contextuelles pour pouvoir, justement, à un moment donné, essayer de travailler là-dessus. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, je pense que c'est impossible, mais j'attendrai de voir un peu ce qui peut être fait. Mais en tout cas, je crois qu'il y a des beaux challenges à l'image aussi. Ce sera une question que je poserai après. Je te laisse, vas-y, Jérôme, si tu veux rebondir là-dessus. Non, mais il y a les blessures, mais il y a la performance aussi. Et c'est de savoir comment on va être soutenu pour raconter l'histoire qu'on veut raconter. En gros,
On lutte toujours contre les données marketing un peu. Voilà. Souvent, on voit des stats à la télé, tout ça, machin. Et en fait, on est allé chercher des outils avec le service de Julien et les gens qui gèrent ça à la Fédé, mais l'expected score. Là. Donc c'est une sorte de probabilité. Et pour nous, c'était important de l'analyser de manière collective. C'est-à-dire que dans notre philosophie de jeu, on défend pour contre-attaquer. Mais pour faire sens à ça et donner de la valeur à ça, on n'a pas analysé notre performance de défense par rapport à nos adversaires sur notre capacité à résister, mais surtout sur notre capacité à marquer. C'est-à-dire que notre défense, elle nous rapporte combien de points. Et donc sur le terrain, si tu veux, ça nous a donné toutes les zones où on était plutôt efficace dans nos performances et nos principes d'action de contre-rec, par exemple, ce qui nous pouvait nous ramener un niveau de marque 0,2 points, 1,5 points, en fonction des endroits où on était, et des zones de fragilité. Donc ça nous a permis de densifier les choses et de travailler sur le coaching, le positionnement des joueurs, tout un tas de choses qui sont infiniment intéressantes. Et donc on a été ranké par rapport à nos adversaires sur ce principe-là, tout autant que sur l'attaque. Donc en gros, avant d'entrer sur les JO, grâce à ça, aux joueurs, on leur disait on est deuxième meilleure défense et on est troisième meilleure attaque. Voilà, c'était un peu l'exemple. Bonjour, merci pour les présentations. C'est un petit peu par rapport à la présentation de Catapulte, du coup. Vous liez un petit peu à la vidéo, du coup, dans les pistes de recherche, etc., dans la présentation pour le football américain. Vous avez dit au début que, du coup, vous rentrez avec les données de centrale inertielle. Est-ce que vous liez ça aussi aux données de position des GPS ou des LPS pour peut-être, du coup, reconnaître des formes de jeu et reconnaître des actions et pour investir, du coup, tous les joueurs? Oui, très bonne question. C'est ce qu'on fait, en tout cas mon équipe fait actuellement, en gros. Donc après, je fais attention par rapport aux attentes de nos clients et tout ça. Entre ce qu'on travaille avec mon équipe, ça souvent après, ça se compte en tout cas en mois ou en année pour que ça arrive après vraiment sur le marché. On pouvait faire ça avant. Je vais pouvoir faire sans être trop dans les techniques Catapulte, mais une des choses qu'on devait attendre ou comme ça, c'est que ça aille sur le cloud, il y a différentes choses un peu techniques, mais en fait, le fait que la nouvelle génération aussi de nos capteurs nous permettent maintenant de faire ça. C'était pas bon les connaissances, j'aurais tout voulu faire ça il y a 10 ans, mais maintenant on pourra très vite normalement pouvoir détecter et de fusionner ça. Et ça, c'est ça qui m'intéresse, en tout cas personnellement. C'est justement, c'est que peut-être en tant que client, on peut utiliser les capteurs, on peut utiliser la vidéo, on peut utiliser les LPS, ça dépend des cas. Mais si les personnes ont la plupart des choses, et entre autres la majorité des clubs, et des fédérations, des équipes utilisent la vidéo et des capteurs, si on a les deux, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore au mieux pour les deux? Donc après, il y a pas mal d'idées, les choses peuvent se faire. Après, ça prend chaque fois un peu de temps au niveau, peut-être un peu à l'interne, politique, etc., et pour que ça devienne vraiment un produit. Mais totalement, là, l'idée, c'est vraiment ça, c'est par rapport au football américain, c'est d'utiliser les positions et en plus des capteurs inertiels pour détecter ce genre de choses. Bonjour. Mon français not good, so I'm gonna do the question in English. Sorry about that. All of you mentioned that there is a lack of data to train model to address all the literature problem that arises in computer detection. Have you never considered to open the data set, let to the community, and let the nerd community work on that and maybe push on the state of art? You could answer in French. I could understand more than I can speak. So Okay. Sorry about that. D'accord, merci, ce sera plus fluide pour moi. Oui, alors quand c'est possible, bien sûr, il faut essayer de libérer les données. Le souci, en fait, c'est que les images, souvent, ne nous appartiennent pas. Donc même si on récupère un jeu de données et on la note avec les boîtes englobantes et on entraîne nos algorithmes avec, c'est pas possible après de le redistribuer et donc en faire bénéficier la communauté parce que les images tout simplement ne nous appartiennent pas, elles appartiennent aux organismes diffuseurs. Donc c'est vraiment ça, vraiment la difficulté. C'est pas du côté vraiment des organismes de recherche, mais c'est plutôt du côté des détenteurs d'images, des détenteurs des droits des images. My idea was mainly on Kaggle or competition like that. So just let the data set, let's say, available for everyone.
and make people compete on that. Give it them a little award. Maybe, I don't know, using something that is not related to current business, so on past business, so could be something for video for past season, GPS for past season, and make people, let's say, work on that. So do you think it's not possible, this? Eh ben, si justement sur les compétitions que j'ai présentées, là, les challenges, que ce soit sur le tracking ou sur la reconnaissance d'action, en fait, c'est des cas où cette fois-ci, les données vidéo ont été libérées, enfin, ont été rendues disponibles. Ah, bah non, oui, justement, bah, rugby, il n'y en a pas, parce que voilà, il n'y a pas de... Que mon collègue me faisait pendant ta présentation, c'est qu'en effet, on n'a pas de challenge en rugby. Voilà. Parce qu'on ça rejoint la question que j'allais te poser, Adrien, c'est quel est le niveau. On voit bien qu'il y a un niveau de maturation dans le foot très fort, qui est même utilisé maintenant, industrialisé. Où tu évalues le niveau de maturation dans le rugby? Je prends un exemple, c'est-à-dire que nous, on a maintenant les algos que tu nous as donnés, on les a chez nous, sur un ordinateur qui tourne, mais on n'est pas encore à ce niveau de maturation qui fait que on peut aller voir les entraîneurs en disant voilà, on peut l'utiliser pour améliorer ton analyse de perf, comme Jérôme le disait, etc. À quel niveau tu juges la maturité? Alors peut-être qu'il faut qu'on fasse des challenges au rugby, c'est une bonne idée. Oui, ça serait une très bonne idée, oui, d'organiser des challenges pour le rugby avec des données libérées, ça serait l'idéal. C'était un des derniers points de ma conclusion. Alors, au niveau du rugby, ça va être difficile d'évaluer un chiffre, mais on a des algorithmes industriels qui sont vendus par des entreprises qui fonctionnent pour le football, mais pour le rugby, il y a des challenges supplémentaires, j'ai essayé de les évoquer. Les occultations, enfin voilà, les joueurs font des mêlées, les joueurs, enfin il y en a déjà plus aussi de joueurs sur le terrain. Il y a le staff aussi qui traverse souvent durant les temps morts. Et donc c'est pas, comment dire, c'est un peu plus difficile, je pense, que le football. Peut-être c'est pour ça que les industriels n'ont pas directement appliqué les algorithmes du football vers le rugby, parce que peut-être qu'ils sentent que c'est un peu plus difficile et que ça ne marche pas aussi bien. Mais après, en plus, pour évaluer vraiment la qualité des résultats sortis, il faudrait constituer des datasets de rugby à noter et avec une vérité terrain en face. Donc on sait que là c'est tel joueur, on sait qu'il a telle position et qui permettrait ensuite de sortir des métriques. Donc ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure de comment mesurer la qualité de réponse de l'IA. C'est aussi en mesurant des métriques et en les comparant à une vérité terrain, quelque chose qu'on sait être vrai. Et donc l'aspect limitant pour toi est avant tout data ou algo? Enfin, la partie développement des solutions. Je pense que c'est les deux. Ouais. Les deux, oui. Il faut des données pour entraîner, pour valider, et puis aussi, il faut sans doute corriger un peu les algorithmes qui sont peut-être valables pour d'autres sports, aux particularités du rugby, parce qu'il y a des challenges supplémentaires d'occultation, notamment. Ok, très bien. Merci. J'ai une petite question pour Jérôme de Catapulte. À partir de quand tu considères que tes modèles sont suffisamment performants pour les pousser dans nos logiciels et nous permettre de les utiliser? C'est souvent la question qu'on se pose et qu'on essaye à chaque fois d'élucider pour pouvoir, nous, après, expliquer aux entraîneurs que c'est pas parfait. Donc, en effet, le contact involvement, quand on en mesure, quand tu fais un entraînement jeu au pied, ça peut arriver, mais qu'il n'y a pas vraiment intérêt de mesurer les contact involvement quand tu fais que du jeu au pied, quoi. Et donc, c'est un peu toutes ces questions-là qu'on se pose et on a besoin un peu de savoir à quel moment vous considérez que c'est industriel. Ouais, très bonne question. À l'intérieur de Catapulte, on a d'abord, dans mon équipe, on fait jusqu'à que nous, on a notre propre, donc on a un peu notre propre crédibilité à l'interne. Je travaille aussi avec 2 autres personnes, entre autres, surtout, ça fait un qui a fait, moi ça fait 10 ans, l'autre 9 ans, l'autre 8 ans. Donc on a une équipe assez soudée, bien que, bref. Mais il doit passer d'abord un peu notre
notre seuil de crédibilité, parce qu'après, au bout d'un moment, ça vient de notre nom. Mais après, on est limité avec les données qu'on reçoit aussi, puis avec le temps qu'il nous a donné. Donc, il y a ce premier passage. Après, on crée des prototypes à l'interne et on les donne. En général, ils sont testés par nos sport scientists à l'interne, qui, eux, doivent aussi essayer de tester avec des nouvelles données et que ça doit passer à ce niveau-là. Et ensuite, après, en général, il y a encore les bêta testers, donc des clients qui ont eu la question au départ, qui ont des intérêts propres ou qui ont envie de tester avant que ça soit bien sur le marché, qui nous redonnent aussi encore des feedbacks. Alors, c'est pas plus rigoureux que ça, où on n'a pas vraiment des métriques comme ça, mais par contre, ça, c'est notre manière jusqu'à qu'après, ça peut être mis dans notre produit. Et encore une fois, pour moi, ce qui est vraiment super important, c'est les feedbacks des clients. Alors, justement, j'ai toujours un problème un peu le côté, parce que c'est un bon problème. Je suis très scientifique, mais je travaille à Catapulte, donc il y a le côté marketing. Encore une fois, moi, j'aimerais bien marquer que ce n'est pas des mêlées, c'est les mouvements qui ressemblent à des mêlées, mais c'est beaucoup trop long. Donc OK, j'accepte ça, mais par contre, chaque fois que j'ai la possibilité d'expliquer aux gens, OK, il n'y a pas de problème, et puis nous, les sport scientists, j'espère que justement, répète ça. Et c'est un peu la manière dont on travaille. Très bien, merci. J'ai une petite question, sauf s'il y en a d'autres qui... Oui, vas-y. Ouais. Attends. Comme tu as enregistré... Ouais, faire attention. Mince, c'est embêtant là. Par rapport au tracking, que je trouve vraiment très intéressant, ça permet d'avoir retour direct. Est-ce que vous avez déjà envisagé le tracking de l'intervalle ? En fait, l'espace entre les joueurs, par exemple sur une défense, pour savoir dans le mouvement général où se passent les ruptures entre deux joueurs, les zones de break, quoi. Bon, alors, on n'a pas trop regardé ça. On s'est interrogé plus sur le tracking de l'analyse comportementale, c'est-à-dire sur l'attitude comportementale des joueurs sur le terrain, sur les temps non joués aussi, pour optimiser ce temps de jeu-là, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions qui arrivent, notamment par le prisme du rugby à 7. C'est un peu un laboratoire de recherche, c'est la R&D du rugby. Mais pourquoi ? Parce que, en fait, l'ambition pour le sport, c'est de créer des émotions, de faire vivre des émotions aux gens qui viennent vous regarder, aux gens qui sont devant la télé. Et donc, plus le temps joué est présent, plus ça amène des avantages. Donc, en gros, par exemple, aujourd'hui, le coup d'envoi, en rugby à 7, il amène une marque. Dès qu'on a marqué, on a 45 secondes pour retaper le coup d'envoi. Et dans ces 45 secondes-là, il faut leur taper au poteau. Donc, ça crée une dynamique. Bon. Donc, l'attitude comportementale, elle est importante. C'est-à-dire, si on traîne les pieds, si on est impacté par l'émotion à ce moment-là, et bon, ça peut jouer sur le résultat. Donc, on a plus regardé ça que les intervalles. Et on a plus regardé dans le tracking le positionnement des joueurs pour aller chercher un petit peu. Alors, dans le foot, je sais que ça se fait beaucoup, mais les parcours préférentiels, pour essayer de vérifier si l'analyse subjective de l'adversaire, on est capable de l'objectiver au travers de toutes les données qu'on peut avoir d'ailleurs. Tant que tu gardes le micro, ouais, si, j'ai une question à te poser. Gérer un projet de performance, c'est donc gérer un projet, gérer de l'humain, donc avec toute la conduite de projet. Au-delà des évolutions, des développements qu'il va y avoir sur l'analyse vidéo ou capteur, etc., pour vraiment analyse de performance, au quotidien, comment tu vois l'intégration de toutes les nouvelles formes d'IA, plutôt grand public, j'appelle, générative, au quotidien, qui pourrait nous faire gagner du temps? Moi, c'est une question que je me pose tous les jours. Et ça, j'aimerais bien savoir si je sais que ça t'intéresse, c'est pour ça que je te pose la question, et si tu as un avis là-dessus. Alors, j'ai un avis très tranché là-dessus, bien évidemment. Et je suis allé me former d'ailleurs un petit peu sur la base de l'intelligence artificielle générative, on va dire. Et moi, j'ai un parcours qui m'a amené un petit peu sur ça. J'ai eu la chance de travailler dans la GED, la gestion électronique de documents, qui m'a permis d'optimiser le temps de travail des collaborateurs dans le monde de l'entreprise. Je fais simple. Donc, la notion de temps est très importante. Donc, on revient à la maîtrise du tempo, la notion d'énergie. Ce qui est coûteux pour un staff, pour les joueurs, c'est les tâches chronophages. Donc, je pense qu'il y a un sujet là-dessus, et je sais que ça va amener beaucoup de choses, que ce soit sur la gestion de l'organisation des données, sur les serveurs et tout ça, pour optimiser le temps de l'analyse et de l'intégration, et d'aller affiner cette aide dont on a besoin pour prendre les bonnes décisions, et mettre l'énergie là où on doit la mettre. Et permettre forcément à la place de l'humain d'être la plus importante. En gros, si je gagne du temps, moi, en tant que head coach, pour la prise de décision,
dans l'analyse de tout ce qu'on peut faire. Ça me permet d'avoir du temps avec les joueurs, de faire passer le message et d'être très pédagogique avec. Et de faire ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Mika, de la psychologie de couloir. Mais tout autant qu'il faut que je la fasse avec le staff aussi. Parce que le staff, il a besoin aussi de fonctionner, de performer dans son rôle. Mais dans son rôle, il va aussi donner de sa personne. Donc forcément, si on ne l'aide pas à avoir du temps pour avoir la fraîcheur mentale, être capable d'éliminer tout un tas de tâches chronophages liées à son cœur de métier, on ne peut pas rentrer dans cette notion de codépendance et forcément à l'arrivée de co-développement. Parce que le co-développement, c'est poser les problèmes, interagir dessus, discuter, échanger et trouver les bonnes solutions. Si on n'a pas le temps de faire ça, de se lier, on ne peut pas transformer un groupe en équipe et on ne peut pas fonctionner en équipe et forcément renverser les montagnes. Bon, j'ai répondu à la réponse à la question. Oui. Donc ça va nous aider forcément à gagner du temps, voilà, énormément. Du coup, Karim, tu peux nous répondre. Karim, donc, en plus de l'aide que tu nous as apportée pour faire le futur challenge data, a priori on est plutôt d'accord là-dessus, comment tu peux nous accompagner, nous, dans la formation? C'est-à-dire, ne serait-ce que, est-ce qu'il y a d'ailleurs des formations qui peuvent nous aider, nous, qui n'avons pas été éduqués? Peut-être que les prochaines générations sont formées à l'école, à l'université. Nous, c'est pas le cas. Comment on fait? Moi aussi, j'ai un avis tranché en plus sur ce sujet-là. Je suis pas fan de la formation au sens du je n'y connais rien et je vais en formation pour essayer de comprendre. Je pense que comme de grandes écoles le font, la technique un peu de la piscine, c'est on va me laisser plonger dedans, je vais galérer, ça va être dur, je vais être confronté à des vraies problématiques, et là on vient me repêcher, on vient m'accompagner dans ces moments-là, donc il faut des sachants dans l'organisation. La formation, pour moi, ça passe aussi par le recrutement, globalement, de personnes qui sont en capacité de pouvoir accompagner. Et une fois que je suis repêché, que j'ai eu mes premières difficultés, parce que par cet effet, si tu veux, d'être face au mur et de chercher à pouvoir passer dessus, j'apprends indirectement. On dit souvent qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs, de ses défaites que de ses victoires. C'est la même chose dans ce contexte-là. En revanche, à la sortie de ça, je vais peut-être vouloir performer, exceller. Et c'est là où, pour moi, arrive la formation. Donc, si je résume ça, et notamment dans le contexte qui est le nôtre, l'encadrement au sein de la Fédé, il se densifie sur ces sujets-là, et ça, c'est très bien. Je pense qu'il faut, plus que juste d'essayer de former chacun, il faut qu'on rentre dans un cadre d'usage. Il faut chercher à faire, il faut trouver le contexte d'usage, essayer de le faire ensemble. Ça peut être au début, pas forcément du quotidien, ça peut être des supposés hackathons où on se dit pendant 2 jours, on essaie de craquer un sujet tous ensemble et on réunit tout le monde pour le faire. C'est une forme de challenge différent, c'est pas un challenge forcément ouvert, mais ça pourrait être travaillé. Ça pourrait être aussi très intéressant de mêler la jeunesse, parce que tu l'as dit aujourd'hui dans les parcours scolaires. Moi, j'ai accompagné le groupe Qu'est-ce qu'il y a, les quartiers populaires sur l'intelligence artificielle. Dans l'école, au quotidien, ils en font. C'est pas notre cas, nous, à l'époque. Et c'est vrai que quand vous mêlez les deux populations entre l'expérience et la dimension scolaire actuelle, en général, ça fait des étincelles. Donc, on pourrait réfléchir ce genre de challenge un peu fermé sur une courte période. Mais je pense que, de toute façon, on le voit avec l'arrivée de Ruck ou autre, il va falloir commencer à essayer d'utiliser, se tromper, tenter, discuter, refaire sans cesse pour avoir les premières armes qui nous permettront ensuite de construire plus grand. Donc définir des vrais cas d'usage très concrets qu'il faut qu'on essaie. Okay. Je suis d'accord avec Jérôme. Oui, mais je suis d'accord avec Jérôme. Le premier cas d'usage, c'est celui de Ruck. Le temps nécessaire pour trouver de l'information, chronophage, il faut trouver une solution. Voilà. Le temps nécessaire à la préparation de données pour l'analyse de la performance, chronophage, il faut industrialiser, automatiser. Enfin voilà, il faut prendre tous les cas chronophages, pain point du quotidien. En gros, vous regardez votre quotidien, vous dites où est-ce que j'ai de la valeur ajoutée versus non. Dès que c'est non, c'est qu'on doit pouvoir automatiser. Super. Ouais, question. Pour les présentations, très intéressant. J'avais une question sur le partage dans le groupe. Donc les coachs, vous avez accès aux data. Est-ce que les joueurs ont accès aux data? Parce qu'il y a un côté un petit peu auto-centré où on va se comparer et ça risque d'influencer. Alors, on a... De table ronde de demain, mais... non, on va commencer aujourd'hui, on va se chauffer un peu. En fait, ça a été un vrai sujet. C'est une très bonne question, merci. Et elle fait écho aussi aux principes managériaux qu'on a appliqués. En fait, la data, on l'a utilisée de manière collective pour embarquer tout le monde. Celle-là, elle a été partagée à tout le monde et forcément, nos indicateurs clés de performance ont été, je veux dire, communs. Voilà. Quand on rentre dans l'individu, on a fait quelques erreurs quand même. On partageait à un moment donné toutes les données à tout le monde.
notamment sur des choses simples. Ça a fait exploser des joueurs. Et pourquoi? Parce qu'ils se comparent très rapidement. Donc alors ça, c'était plutôt sur la partie physique. Mais sur la partie rugby, j'étais parti sur le parti pris de travailler sur les compétences fortes et les points d'amélioration rapide. Pourquoi? Parce que j'ai été analyste de la perf aussi dans une autre vie. Et je me suis challengé souvent les entraîneurs que j'avais sur le fait de leur dire regardez les stats de plaquage. Mais ça voulait rien dire en fait. Parce qu'il faut le recontextualiser et il faut les mettre dans le système de défense qu'on veut faire. Et souvent, on ratait un plaquage parce que celui d'à côté, il n'avait pas eu un bon comportement. C'était un peu planqué. Donc ça, c'était un petit peu embêtant. Donc on a travaillé sur les points forts. Donc le joueur, il se compare à lui-même. Mais ça me permet de dire qu'on a managé aussi les valeurs. Et particulièrement les valeurs de l'olympisme, celles de l'excellence. L'excellence, qui veut dire quoi? C'est pas le résultat. Hein. C'est donner le meilleur de soi-même. Donc, je me compare à moi-même sur mes compétences fortes d'abord, qui créent le schéma de la confiance, et sur des points d'amélioration que je peux aller chercher. Donc, trouver les points forts, c'est déjà extrêmement difficile. Il y a la notion de feedback. Je trouve votre point fort. Moi, vous avez une visualisation de votre point fort. On n'est peut-être pas d'accord. Par contre, c'est quelle porte d'entrée que je vais associer pour aller chercher forcément une communion pour travailler cette performance collective. Et ensuite, sur la donnée individuelle, ça a été pareil. C'est qui suis-je en fait? C'est quoi mes compétences intrinsèques? Qu'est-ce que je dois déployer pour performer, mais aussi pour mon intégrité physique? Donc, les joueurs ont eu accès à leurs données personnelles. Après, libre à eux de les partager, d'échanger avec les autres, de se comparer. Ça, c'est leur problème. Après, s'ils sont capables de le faire, ils le font. Et, voilà. Et après, dans les choix, c'est pas forcément des compétences fortes qu'on associe tout le temps. C'est aussi un ensemble de choses qui doivent s'imbriquer pour trouver le meilleur équilibre, en fait. Voilà. Donc, en gros, j'associe un joueur qui est très bon en l'air avec un joueur qui va être très bon au sol, avec un très bon botteur et avec deux gars qui sont capables d'être résilients parce qu'il va falloir qu'ils durent 14 minutes. Et donc, on compare toutes les données après pour savoir ce qu'on fait et eux se réfèrent à ce qu'ils sont capables de faire. Bon, je ne sais pas si je suis clair. Donc, voilà. Donc, on les a amenés à s'éduquer et à comprendre ce qu'ils étaient eux-mêmes, en fait, au travers de la donnée, par exemple. J'avais une question par rapport à l'IA. Je me demandais si aujourd'hui elle était intégrée en amont, en préparation, parce qu'on en parle beaucoup sur le présent et sur l'analyse de ce qui s'est passé, mais en amont, comment est-ce qu'elle est intégrée dans la préparation? Oui, alors on utilise Power BI pour ça, alors avec des petits algorithmes que Jérémy Charadam a fabriqués, ou Nicolas Lopez, je ne vais pas le citer, mais ça nous permet de travailler sur les comparatifs d'équipes, profil de poule par exemple, ça nous permet, on a toute l'analyse de l'arbitre, on a énormément travaillé sur le biais cognitif de l'arbitre aussi. C'est très important, entre autres, voilà, mais aussi sur la quantification de la charge de travail, où on combine un peu pas mal de données. Et voilà, elle a été omniprésente. Vous avez vu le programme Fulgur, le programme Team Sport, enfin, c'est partout. Voilà, c'est partout. Et ça nous permet de prendre des décisions et de donner des indicateurs d'optimisation de la méthodologie d'entraînement. Je vous donne un exemple concret sur le terrain. Quand on est entraîneur, on manage l'entraînement. On manage l'entraînement sur des prédictifs qu'on a établis. Rugby collectif, par exemple, ça correspond à des niveaux physiques, mais des niveaux aussi d'interprétation rugby. Donc vous avez une façon de manager l'entraînement qui va vous permettre de poser les rugs, de poser la dimension athlétique, l'intensité avec le live. C'est-à-dire que je vais avoir moi le sport data scientist, il va être à côté de moi là, et moi je veux simplement des codes couleurs. Hein. Je veux vert, orange et rouge. Donc moi j'ai tous mes critères. Il me dit bon là on est dans le rouge. Je dis c'est pas grave, on continue. Mais sauf qu'après, il me challenge en permanence parce qu'il me dit attention, on est un peu haut, donc il faut retomber dans le curseur. Mais pourquoi? Parce qu'on a une stratégie de monter en puissance sur la semaine, de monter en puissance sur le mésocycle et sur le macrocycle pour arriver le plus efficacement possible au moment de la compétition. Et donc là-dedans, dans cette façon de travailler, c'est pour ça que je disais que tout part du rugby. Là-dedans, on est capable, au travers de ce live-là, de manager l'entraînement. Maintenant, on a encore des manques parce qu'on aimerait avoir quelques données, on va dire, rugby pour analyser la performance de l'entraînement qu'on est en train de faire dans la thématique dans laquelle on est. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. Mais bon, c'est présent, ouais. Merci pour la question aussi. Ok. Olivier me dit, on arrête. Ok. On va s'arrêter là ce soir. Merci en tout cas à tous.